Acte 2, scène 3, près de Marseille, la Garrigue. Marcel et Jean-Louis, deux chaussettes provençales, discutent sur un banc. L'air s'emplit du chant des grillons. Hey Marcel, quand tu auras fini de pointer, est-ce que tu as envie qu'on aille chercher cette petite bouteille de pastis? Ah, tu fais bien de le dire, mon cher Jean-Louis. Elle a l'air drôlement rafraîchissante. Je lance le cochonnet et c'est parti. C'était un extrait de la pièce de théâtre Chaussettes provençales qui vous a été offerte par le département culture d'un coin de pixel. Un coin de pixel de la culture, on en veut. Bienvenue, pardon pour cette introduction, bienvenue sur le podcast Tartine Mécanique numéro 2, xing, 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 le retour, la revanche. Je suis votre hôte, David Javet, et j'ai à mes côtés deux merveilleuses personnes, comme la dernière fois, comme toujours. C'est merveilleux, le maître des rouages, l'avatar du jus d'orange, le chambellan de la nitro, on l'appelle le routilant. Sandro, comment ça va, Sandro? Bonjour, ça va bien après cette belle improvisation là, vous autour avez du tout donné. pastis et du sud, c'était Ah. un vrai plaisir. Bah, ça devient une franchise maintenant, Chaussettes provençales, ouais, je on pense. ne l'arrête plus. Hein. Ah, je pense Vraiment. que le film Vutraire a les le film poches pointe. pleines d'argent. Hein. Vraiment. Et d'ailleurs, Vutraire, puisqu'on en parle, malheureusement, voilà, il n'est pas là aujourd'hui. Mais on a une merveilleuse personne qui le remplace. On est très heureux de l'accueillir. Aurélien Dacampo, comment ça va, Aurélien? Bonjour, ça va très très bien. Très très bien. Alors Aurélien, très rapidement, on va te présenter, hein, ou bien directement pour que les auditeurs C'est parti. ils sachent tout de suite qui tu es. Alors Aurélien, ben, tu travailles, ton métier c'est d'être game designer, donc on est très heureux de t'avoir dans Tartine Mécanique. Tu es donc game designer dans une entreprise qui, entre autres, utilise le jeu vidéo pour la réhabilitation, hein, notamment Tout à des fait, personnes oui. atteintes d'attaques Cérébral. cérébrales, voilà, tout à fait, donc quelque chose de quand même d'assez sérieux. Et puis en parallèle, mais tout aussi sérieux, hein, tu fais ton propre jeu que tu as aussi présenté au Stunfest il y a quelques mois, hein, déjà maintenant, qui s'appelle Looking for Imago, En effet. dont on va rapidement un tout petit peu parler. Donc on va vous donner tous les liens, hein, on va pas faire le moment pub maintenant, mais donc très rapidement ton jeu, si tu devais le décrire, comment est-ce que tu en parlerais? Alors mon jeu, ça fait environ 4 ans que je le développe. Du coup, c'est vrai qu'au fil des années, il est passé d'un petit prototype en une sandbox où je teste des mécaniques dedans. Alors c'est un jeu de plateforme 2D, un peu à la Mario ou à la Spelunky ou comme ça. Et puis j'ai essayé différentes choses. J'ai essayé un platformer standard où l'environnement principal et les mécaniques de base, c'est le personnage se trouve dans un monde des insectes et il interagit principalement avec les insectes d'une manière inoffensive. Ok. Du coup, les insectes sont utilisés pour accéder à certaines zones, Ouais. pour aider principalement le joueur à passer certaines épreuves. Puis, en termes de manipulation, de gameplay, comment est-ce que tu en parlerais? J'ai mis un effort tout particulier dans le contrôle du personnage pour que et les novices et les joueurs avérés puissent le prendre en main directement, qu'il ait une lecture au niveau du jeu et du level design qui soit également très, très facile à comprendre. Ouais. Et je trouve que ça marche assez bien. Et pour c'est vrai l'instant. qu'on t'a vu pour le coup, lors des festivals, travailler avec des speedrunners pour justement tester fait, un peu, repousser les limites de ton jeu. Donc, Alors là c'était incroyable. ouais, Justement. tu vas chercher vraiment quelque chose qui est dans la précision de la manipulation. Alors c'est vrai que j'ai été très très content des feedbacks que les speedrunners m'ont donné, notamment un speedrunner qui pour la première fois, en jouant la première fois au jeu, il a fini en 16 minutes. Oh là, ouais, ok. Et la moyenne... Le viol. Voilà, Le viol. exactement. Et la moyenne des joueurs, en principe, mettent environ 45 minutes. Du coup là, moi c'était énorme de voir le joueur déjà casser mon jeu complètement. Ça, c'est beau. Hein. Et d'avoir une lecture mais juste incroyable. On avait l'impression qu'il était dans la matrice du jeu. Quoi. Mhm. Et c'était Au premier coup génial. d'œil. Bon, après, c'est très positif. Ça veut dire que tes décors sont très lisibles, très Voilà, rapidement. C'est Que tu donnes directement toutes les clés aux joueurs. En tout cas, c'est comme ça que je prends le... Ah d'accord, ouais. Il faut le prendre de manière positive. Bon, bah messieurs, on va commencer tout de suite directement dans le feu de l'action, hein, je propose. Comme ça, on se chauffe un petit peu le cerveau, hein, avant de commencer un petit peu à papoter, à étaler, à s'étaler, hein, puisque, si vous le savez, hein, sur Tartine Mécanique,
on s'étale, on aime bien s'étaler sur les concepts de jeu et les mécaniques de jeu. Donc, on va enchaîner par ce qui va devenir probablement notre merveilleux moment de podcast que j'ai nommé, donc n'hésitez pas, chers auditeurs, à me dire si vous trouvez que les noms, c'est n'importe quoi, que j'ai nommé « Moins on en a, plus on l'étale », qui est en fait tout simplement, Aurélien, je ne sais pas si tu es au courant, qu'en fait tout simplement une sorte de brainstorm rapide en fait de concepts de jeu. Voilà, je vais vous donner, cette fois c'est moi qui les donne, je vais vous donner des thèmes, vous allez brainstormer les deux en même temps. En même temps, donc tu vas meubler. Ah, ok. genre, Exactement, je vais meubler pendant les 5 minutes que vous aurez pour brainstormer votre jeu. Je peux rester dans la pièce cette fois. Vous pouvez rester dans la c'est pièce, gentil, il y merci aura pas beaucoup. il y aura pas de petits jeux. D'ailleurs, par rapport à ça, les auditeurs nous ont fait savoir qu'ils avaient beaucoup de mal à se concentrer sur... Bah, c'est avec un peu le mot-clé, problème. Ouais. Mais il n'y a pas que, parce que je voyais vos deux gueules Ah ouais. Vutre et à toi. Je me disais, mais je pitch un truc vraiment de merde ou Non, il faut savoir que lors du premier podcast, donc, on avait parié avec Vutraire, donc ce que n'avait pas entendu forcément Sandro, que Sandro allait utiliser le mot combat dans son pitch de jeu qu'il n'a pas utilisé. Hein. Donc, Non, je n'ai pas utilisé. Moi, je suis dans l'amour. Exactement, Sandro est un homme d'amour. Et donc voilà, donc on va poser directement les règles. Donc vous aurez 5 minutes pour brainstormer sur une idée de jeu. Vous allez brainstormer en même temps. Et puis vous présenterez votre projet, chacun votre tour. Seule contrainte que je rajoute, avant de vous donner les thèmes, c'est que la dernière fois, on a eu des jeux qui faisaient très game jam. Ça faisait très des jeux qu'on fait en 2 jours avec un petit système, Ça une sent le petite triple A. idée. Voilà. Et donc, messieurs, vous avez un budget de 300 millions de, Oh, 300 de millions. dollars. Oh, Vous avez t'es 300 millions. Ah, c'est de- bien dommage, le 3 est déjà passé. hein. Vous avez 300 millions de dollars. 300 hein. millions Donc, de tout à coup, c'est bon ça. Messieurs, vous n'êtes plus seuls derrière votre objet. Hein. Il va falloir faire avec les horribles producteurs, l'équipe marketing et les éditeurs, que je vais bien sûr représenter de ma belle voix doucereuse. Mais ça, on le verra après. Hein. Vous allez le voir par la suite. Pour l'instant, je vais vous donner vos thèmes. Donc, je suis parti dans des thèmes qu'on va voir avec les tartines, hein, avec le pain. Je me suis dit, bon, tartine mécanique, on va aller dans du grand n'importe quoi. Donc, Aurélien... On n'a pas le même. non, vous n'avez pas le même en ok, plus. d'accord. Aurélien. À moins que vous ayez envie d'être sur le même. Vous avez envie d'être sur le même? J'en ai 2 Moi, je trouve ça différents. intéressant, mais. Ah, vous voulez être sur le même? Ouais, Très bien. effectivement, ça donnerait. J'ai voir fait quelque les chose. styles. Alors, j'ai fait des choses assez larges, hein, puisque l'idée c'est que vous avez 300 millions, donc vous pouvez faire beaucoup de choses. Donc, le thème, puisque c'est tout à fait agréable d'avoir du pain en accompagnement d'un bon repas, Mhm. hein, n'est-ce pas, du pain à tartiner. Le thème sera accompagnement. D'accord, accompagnement. Accompagnement, vous pouvez prendre ce que vous voulez, hein, compagnon, accompagner, accompagner quelque chose, accompagner de quelque chose. Voilà, vous avez 5 minutes, messieurs, pour commencer. Je lance le chrono. Et aussi, bien sûr, vous, chers auditeurs, n'hésitez pas, si vous avez envie aussi de vous frotter un petit peu le crâne pendant que je vais discuter pendant ces 5 minutes, pendant que je vais un peu meubler tout ça, n'hésitez pas aussi à réfléchir ce que vous feriez. Donc, là, Sandro et Aurélien ont 300 millions, donc ça implique aussi quand même de standardiser un petit peu son jeu. Hein. Ça veut dire que derrière, quand même, on est censé avoir quelque chose d'assez solide. Il y a des possibilités hein, qui tout à coup sont énormes. Hein. On peut penser à faire quelque chose de beaucoup plus grandiose, disons que... Enfin, grandiose, c'est un bien grand mot, de quelque chose de beaucoup plus, en tout cas, lourd, disons. Le sky is the limit. La limite est le ciel, n'est-ce pas? Donc, pendant que j'ai ces petites 5 minutes avec vous, chers auditeurs, je vais en profiter pour vous réexpliquer rapidement le concept du podcast Tartine Mécanique, au cas où vous ne l'auriez pas compris. Donc, Tartine Mécanique, c'est un podcast où on discute principalement de mécanique de jeu, de conception de jeu, de qu'est-ce qui fait qu'un jeu fonctionne ou ne fonctionne pas. Voilà, on a vraiment envie, pour le coup, puisque tous derrière un peu ces micros, nous aussi, on s'intéresse à faire des jeux. Alors, bien sûr, quand je parle de jeux, je parle de jeux vidéo, de jeux numériques, mais aussi de jeux de société. Je parle aussi de jeux de rôle grandeur nature, de jeux de rôle sur table. Enfin voilà, tout ce qui implique aussi une notion de jeu. Et j'ai envie d'avoir, bien sûr, dans ce podcast, énormément de diversité. Donc vous allez voir aussi dans les invités qu'on aura probablement la chance d'avoir des gens très intéressants qui viennent d'ailleurs que du jeu vidéo, qui pourront aussi nous parler. Donc voilà pour Tartine Mécanique. Je tenais aussi à passer un petit moment pour vous remercier donc... en fait, de vos interventions
qui ont été nombreuses pour un premier podcast sur le site de Un Coin de Pixel, mais aussi sur Twitter, sur Facebook et sur notre chaîne YouTube, qu'on est encore en ce moment en train un petit peu de mettre un petit peu en place. On est un peu en train de formater tout ça, de réfléchir à comment est-ce qu'on peut présenter le contenu le plus clairement possible. Et d'ailleurs, n'hésitez pas, maintenant que j'y pense, si jamais, si vous avez l'habitude, par exemple, d'écouter des podcasts sur, par exemple, des plateformes comme SoundCloud, n'hésitez pas à nous le faire savoir et on prendra aussi du temps pour essayer de rendre le podcast disponible sur les plateformes que vous avez l'habitude d'utiliser. Donc voilà, donc je tiens à remercier les remarques très constructives qui ont été faites par les différentes personnes, par Ferg, par Brandon, par Caïn, et j'en oublie bien sûr, les différents retours. Je remercie aussi Ben qui a créé le hashtag sur Twitter Tartine Mécanique qu'on va utiliser dorénavant. Et donc voilà, vraiment on a été très heureux de voir l'implication et puis surtout de vous voir en fait participer aussi à l'élaboration du podcast à travers en fait vraiment des remarques très constructives en fait, où vous donnez aussi votre propre avis sur voilà, les différentes questions autour des mécaniques qu'on aborde. Donc aussi, alors pour vous dire, le podcast qu'on va faire ici, on va essayer de le faire plus court, tout simplement. On a fait un dernier podcast de 1h40, maintenant on va essayer peut-être de descendre à 1h10, 1h20. N'hésitez pas aussi là à nous dire si vous avez l'habitude d'écouter des podcasts plus longs, si vous avez préféré le premier podcast qui était de 1h40, 1h50. Donc voilà, n'hésitez pas si jamais à nous signaler ça. On est, comme je l'ai déjà dit, on est vraiment dans un podcast qu'on essaie de faire évoluer, de construire, de réfléchir. On est nous aussi justement à essayer d'améliorer le plus possible ce concept qu'on est un peu en train d'explorer. Puis maintenant, probablement, vous l'avez dans les quelques minutes qui me restent, dans la minute qui me reste. Je sais aussi, typiquement, que je parle en tant que hôte beaucoup, j'interviens beaucoup. Je sais que c'est probablement aussi un des problèmes qu'on peut avoir. Alors, j'ai décidé de mettre en place un petit jeu. N'hésitez pas aussi pour le coup à me faire savoir si ce jeu vous intéresse. Mais voilà, on va se la jouer comme dans certaines pratiques, par exemple dans le jeu de rôle Grandeur Nature, ou si vous faites tout à coup un jeu où vous impliquez beaucoup les autres personnages dans des confrontations, par exemple, dans des jeux où par exemple, j'ai fait un jeu de rôle Grandeur Nature où on jouait justement des membres de la scène hip-hop et puis on avait vraiment des clashs où on allait très très loin dans l'agressivité qu'on pouvait projeter face aux autres. On avait donc des mots, des safe words en fait, des mots qui pouvaient nous protéger en fait si on jugeait que l'autre en face allait trop loin en fait. On pouvait tout simplement signifier ce mot pour qu'il, sans lui dire écoute il faut que calme-toi un petit peu, sans lui dire ça, on pouvait lui signaler qu'il fallait qu'il descende un petit peu son jeu par rapport à nous parce qu'on était tout à coup un petit peu choqués disons par son agressivité ou autre. Et donc je vous propose, si vous trouvez que je parle trop, ce qui va probablement être le cas, je vous propose d'utiliser un de ces petits mots. On va se la jouer comme ça. Vous pouvez écrire sur Twitter. Alors qu'est-ce que ça va être ces mots? Donc le mot pour me faire savoir que vous jugez que je parle trop, ça va être beurre. Donc il vous suffira d'écrire dans les commentaires Facebook ou Un Coin de Pixel ou YouTube, enfin où vous voulez, de toute façon je les réunirai tous. Beurre, si vous jugez qu'il faut que j'arrête de parler autant. Et vous avez aussi le pouvoir d'invalider un beurre en écrivant confiture, parce que vous aimez le son de ma voix, vous trouvez que je dis des choses absolument merveilleuses. Et si on arrive à un moment à atteindre un +10 avec les mots beurre, eh bien probablement ça donnera le pouvoir à Sandro de choisir un jeu et de me le faire reviewer sur Un Coin de Pixel. Donc voilà, on arrive gentiment. Oh, on a dépassé un tout petit peu le temps imparti. J'ai beaucoup parlé. On arrive à la fin du temps imparti. Les cerveaux sont en train de chauffer. Messieurs, comment ça va? Aurélien, est-ce que tout va bien? Ah oui, tout va bien. Je suis un peu séché, je veux pas vous mentir, là c'était assez dur. C'est les 300 millions qui m'ont un peu perturbé. Les 300 millions tout à coup. Tu m'aurais dit 30 francs, là je pense que j'aurais trouvé quelque chose de nickel. Voilà, tout à coup quand on a tout cet argent. Est-ce que l'un d'entre vous a envie de commencer? Honneur à l'invité. Okay. Honneur à l'invité. Pour moi. Alors Aurélien, on va rajouter une petite règle supplémentaire.
je suis ton producteur et tu viens me présenter ton pitch de Ah, jeu. ça va être beaucoup plus simple, tu vois. Ça va être beaucoup plus simple. Je suis ton producteur et tu viens me présenter ton produit de jeu, enfin ton pitch. Et donc, je vais te demander un chiffre entre 1 et 12. 3. J'aimerais que ton jeu comporte des microtransactions. Tout à fait. Ah, toi, t'es une pute jusqu'au bout des ongles. Mais en ça, fait. Exactement. Ça, c'était obligé. Déjà. Ah, d'accord, très bien. Mais évidemment. De toute 300 façon, millions, Ah, pardon, alors excusez-moi, cher Aurélien. Ouais, bon, ça c'est rien. Ça. Donc moi l'idée, alors je vais un peu improviser parce que moi j'avais une idée globale. Alors déjà pour aborder le thème, j'avais tout de suite pensé évidemment accompagnement. On pense à ICO, j'imagine. Ouais. Alors moi aussi, c'est ouais. la première chose qui m'a fait penser à un accompagnement. Alors je me posais la question entre accompagner quelqu'un, se faire accompagner. Ah, ouais. Et au final, malheureusement, je ne suis pas parti sur une mécanique de... Vu le budget, je ne suis pas parti sur une mécanique de jeu, mais plutôt sur une mécanique de gestion de projet. Ah. Je vous explique. Oh là 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 là. Oh là là. Alors l'idée avec ce budget justement, j'ai pensé 300 millions, open world et tout, enfin la totale quoi. Ouais, bah évidemment. Et je me suis dit qu'après, vu le budget, je pourrais essayer de contacter des grands du jeu vidéo et de faire une sorte d'accompagnement du projet au travers de grands personnages du jeu vidéo. Ah, C'est-à-dire de contacter des grands game designers, grands artistes et tout ça, et fonder une équipe autour de l'accompagnement et de l'entraide. Donc en fait, de à ce faire un niveau-là. jeu un peu Dream Team, quoi. Un peu Dream Team, ouais. Tu fais un peu comme au sport où tout à coup, tu as des matchs un peu amicaux. Exactement. Ou drivé par des grands scénaristes. Ouais. Des grands... Ouais. Du coup, c'est l'idée que j'avais. Alors, j'ai pas énormément de mécanique justement parce que ça m'a un peu asséché Mais d'avoir alors attends, autant c'est de intéressant budget. parce qu'à ce moment-là, ta communication, tu la construirais comment? Tu construirais vraiment un truc qui est très genre limite hyper grandiloquent où tu fais dans ce jeu, il y a Jonathan Blow, il y a... Exactement, ouais. Tu- Je tu- pense tu fais un quelque truc chose, un c'est peu, vraiment featuring. C'est vraiment Ah ouais. tu mets en avant les créateurs et tu dis ouais. Il a créé Parce que là, on voit le actuellement qu'il y système a- de combat. comme si tu regardes Hideo Kojima, il est très connu Oui, et oui. tu sais que s'il fait un jeu, peu importe ce qu'il fait entre guillemets, il va être très très connu. Et Enfin, puis je dis ce pas qui qu'il fait des mauvaises Ce qui est choses, hein, très du drôle tout, dans mais- ce système, ce serait d'imaginer un jeu open world où tout à coup tu actives une quête annexe et c'est marqué lequel a fait la quête annexe, tu vois. Exactement. C'est genre À chaque- oui, a place effectivement, to ça, c'est remember, super. t'as le nom de la quête annexe, puis c'est bye, et t'as le, Ça, c'est le super, nom ouais. du game designer, tu Mhm. sais. Tout à coup tu te dis, oh putain, il a vachement mieux maîtrisé cette quête annexe, celui-là. Ouais, je trouverais l'idée super intéressante effectivement. Puis tu fais un open world hyper basique, genre. Enfin, basique. Après, c'est bon, un grand mot, mais- effectivement, il faut. C'est grâce à ces personnages qu'on arriverait à peaufiner le game design. Peaufiner, évidemment, il faut une bonne base, etc. Oui, Mais oui. c'est pas. Moi, c'est comme ça que j'ai abordé le thème. Bon, c'est évident qu'il y aura des projets de toute façon de clash, quoi. Enfin, il y aura des Mhm. problèmes de clash. Évidemment. Entre les... Mais moi, ce qui m'intéresse dans ton projet, c'est... On est effectivement dans un truc à 300 millions, donc on est dans de la poudre aux yeux, quoi. Ça, Ah ouais, c'est 300 clair. millions, On est dans un c'est- projet poudre aux yeux. Et je trouve hyper intéressant de dire, on prend que des gens qu'on a l'habitude de voir travailler seuls sur des petits projets indie, puis tu leur donnes 30 millions chacun, ou je sais pas quoi. Et puis tu fais vraiment des gars... Ah, si tu leur j'ai fais- l'argent, tu tu vois, leur fais à la un limite. t-shirt, ils sont un peu sur les promos, ils sont comme une équipe de basket. À fond, ouais. À fond. Il a quelque chose d'assez rigolo, quoi. Ouais, clair. Après, tu fais quelque chose de très basique. Enfin, très basique, disons. Ouais, un chatroom avec Open World. Voilà, c'est ça. Second Life. Oh, ça Ah. serait beau, ça. Enfin, Tu peux discuter grand avec. jeu. Comment tu l'appellerais, ce jeu? Melting C'est Pot. une bonne question. Tu sais, Comment je l'appellerais tu sais que c'est une question que je pose. Oui, je sais, mais je l'ai pendant, complètement. pendant les mois on en a, plus on l'étale. Je vous emmerde Non, c'est clair. avec les titres. Ouais, moi, j'ai oublié d'ailleurs, je suis en train d'y penser rapidos parce que j'ai oublié le titre. Ah, voilà. Je sais pas encore quoi lui donner. Mais vous passerez Alors, tu devant fais les ton- producteurs Ouais, après, c'est monsieur ça. Dallaglio. Ouais, je sais. C'est pour ça que je voulais passer en Tu te deuxième. dis, qu'est-ce qu'il a préparé? Et puis alors, microtransactions, Aurélien. Tu dois rajouter des microtransactions Alors, dans il y en ton aura système. effectivement, hein, c'est sûr. Mais alors, comment t'implémentes ces Bah, microtransactions? justement, tu pourrais Comment par ces grands exemple, créateurs t'auras vont des, pouvoir... des quêtes annexes fabriquées par exemple par des T'as raison. Ouais. les quêtes annexes d'un grand développeur, donc, Edmond Macmillan, le personnage caché, tu peux l'acheter, mais s'il y a que lui qui l'a fait, c'est un personnage unique. Mhm. Et du coup, tu as les personnages de chaque créateur. Je pense que des créateurs indés comme eux qui sont un peu entiers, ils vont adorer le principe de vendre leur niveau par microtransaction. Je pense. Mais Alors, ça- est-ce qu'il y ça, aurait, c'est- est-ce qu'il y aurait pas quelque chose... c'est ça. le c'est hyper producteur, il a tout Mais compris. est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose de plus intéressant où tu fais un truc encore plus glauque où tu peux décider dans le jeu à quel créateur tu donnes de l'argent?
Ah, ça serait super, ouais. ça. Tu vois ce que je veux dire? Genre, Mhm. tu t'es plus côté justement Edmund Macmillan ou j'en sais rien. Et puis les microtransactions, c'est ça, en gros. C'est C'est à l'inverse. Tu fais un shopping du... tu fais un shopping de ses trucs à lui Ouais. et puis pas des trucs aux autres, tu Ouais, vois. en fait, Tu crées une sorte d'économie interne un peu hyper glauque. Ah ouais, ça serait super. Ouais. Ça serait le monde virtuel où tu achètes en fait des produits dans le. Ouais, c'est ça. Cool, Tu hein. crées un, Ouais, ça tu serait crées un pas mal. déséquilibre un Ça, peu c'est une horrible. très bonne idée. Ouais. Merci que t'es là. Heureusement que t'es là. Ouais. Ah, mais moi, Décidé de je salaud, suis, je le suis le producteur, producteur. il est Le là pour producteur, ça. il n'y a pas de problème. Il est moi, là ça, pour ça. il- Il n'y a pas besoin de forcer. il trouve. Et puis alors, tu donnerais un titre horrible, genre Indie In- Power. Indie Companion. Un truc horrible, genre le triple A s'empare de la scène indie et, et les massas Indie Companion. Indie for Sale. Indie Ou- for Sale, ça c'est. Indie for Sale, c'est pas mal. Ça fait pas très titre de triple A 300 millions par contre. Faudrait plus Ouais. un truc genre Indie Impact. Ouais, ça prend du temps de trouver un bon titre. Hein. Ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Autant le brainstormer. Merci, cher Ah, y Aurélien a pas de quoi. Dacampo. Merci à toi. On vous redira si ce projet nous intéresse. Là, tu quittes le bureau des producteurs un peu en buvant un peu ton café. Ouais, dans quand un on coin. te dit on vous rappellera, généralement c'est que ça pue du cul. Hein. Aïe, aïe, aïe. Nous allons réfléchir. Hein. Nous avons aimé cette idée d'open world. On trouve que vraiment c'est une innovation qui a de l'avenir. Qui est importante. Ouais. En fait, vous avez aimé que ça, l'open world, quand je l'ai dit. Ouais. Open world et argent. Il y a un moment, vous avez parlé Ouais. d'argent, ça m'a plu. Vous avez parlé de microtransactions, j'ai Ouais. trouvé ça très intéressant. Ouais, il a bien retenu le pitch, quoi. On sent que Voilà. t'es très concentré. Donc j'en sur- parlerai aux actionnaires et on reviendra vers vous. On Merci. verra ce qui est cher- trendy. J'attends votre designer. appel. Faut qu'on fasse une évaluation en fait auprès des jeunes entre 13 et 19 ans. Pour- S'ils connaissent déjà Jonathan Blow. Voilà, c'est ça. Blow job Ah, je ne vois pas. Je ne vois pas qui c'est. Bon, ouais, monsieur Sandro Dallaglio, tu rentres dans Ouais. un bureau qui te rappelle l'antichambre de l'enfer. C'est beau ça. Hein. Tu vois une lignée de producteurs. Tu Même devines pas presque peur. des cornes qui apparaissent sur. Même pas peur. T'as même pas peur. C'est le concept du siècle. Ah ouais. Ouais, carrément. Incroyable. Moi, je viens tranquille, les mains dans les poches. Bah alors, justement, c'est incroyable. Vous allez me donner 2 chiffres entre 1 et 12. À 2 carrément. Ouais, Oh là là. Tu passes en deuxième. Ok, alors Trop 3. bien, T'as trop eu plus de confiant. temps. Non, non, on n'a pas le droit de redonner. Ah, C'était il déjà- a dit 3. Il a dit 3. Ah, mince. C'est mon. Alors 5 et 8. Alors, les producteurs s'adressent à toi et disent nous avons un petit peu réfléchi à votre proposition, hein, parce que tu avais donné des premiers sketchs, et nous avons besoin dans votre jeu qu'il s'agisse d'un univers militaire. Ok. Hop. Ouais, bon, alors là, tu viens avec le concept déjà, c'est un peu compliqué. Eh, hein, là, c'est un peu eh, chaud. Hein. de changer le concept. Et que le jeu... Non, non, mais écoutez... Ah oui, non, c'est bon, ça Ça joue, ça joue, pas de Et soucis. que le jeu ait des skill trees, donc des arbres de compétences. Mais aucun problème, messieurs, aucun problème. C'est Très bien, un grand parce que plaisir. les gens aiment Alors, beaucoup hein, les univers alors, militaires. Et Il n'y a les... pas vraiment- de problème. Donc tous les producteurs, tu les vois un peu hocher de la tête, genre Ouais, arbre ouais. de compétences. Ah, mais moi j'ai ce qu'il vous faut. J'ai tout ce qu'il vous faut. Alors déjà, je vais te proposer aussi une condition à toi, Ah. c'est que tu es un producteur de chez Ubisoft. D'accord, Hein, ok. j'ai déjà dit ça. Et donc je viens rien de moins qu'avec un spin-off à Assassin's Creed. Ah, Celui oula. qui va tout changer. Oh là, Celui qui va... qui va alors, révolutionner. alors évidemment, j'y avais pensé avant que vous me le demandiez. Il se passe Ah. pendant la Seconde Guerre mondiale. Oh, Comme ça, il y a du militaire. Et sur les toits de la Seconde Guerre mondiale. Sur les toits, sur les toits des tentes, Les célèbres sur toits. les toits des tranchées. Voilà, exactement, les célèbres toits des tranchées. Mm. Euh, Oui, je connais bien, là. Voilà. Ah non, pardon, Le il n'y avait pas de principe- tranchées dans la Seconde Guerre mondiale. Oui, pardon, non, pardon. Excuse-moi. Bon, j'en sais rien du tout. Ok. Oui, c'est vrai, c'est la première, les tranchées. Tu te dis que c'était tout à fait normal qu'un producteur se plante entre la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Oh, moi, j'étais sur mon concept révolutionnaire. Donc, accompagnement, moi, je me suis dit, eh ben, on va incarner le sidekick. On va incarner le mec de l'ombre. On va incarner le gars dans le jeu vidéo qui est un peu relou. Tu sais, le gars qui t'accompagne puis qui fait jamais ce qu'il faut. Donc Et le puis mec qui de se l'ombre du mec de l'ombre. Exactement. On va là, l'appeler c'est Assassin's Creed Shadow. Ouais, the Dark Shadow. The Dark Shadow. The Wingman of the Shadow. Ou un truc comme ça, tu vois. Non. The Shadow Wingman. Il nous faut juste un mot. Ah, Un mot clé, genre. Shadow c'est qui. bien. Ouais. Non, juste Shadow. Shadow, ouais, tu penses Assassin's Creed Shadow. Ou Shadow, parce Shadow, que c'est Shadow. l'ombre de l'ombre. C'est ça. Donc c'est Shadow. Into the Shadows. Into the Shadows. Ouais, c'est bien, ça. Magnifique. Donc tu es ce sidekick, c'est le gars qui aide l'assassin principal, donc celui que tu joues normalement dans un Assassin's Creed normal. Donc lui va jouer tout seul. En fait, ça génère un assassin à chaque. Il y a un assassinat, c'est plus dans l'esprit du premier Assassin's Creed où vraiment il y a beaucoup de liberté, donc on est toujours dans un monde ouvert. Il y a une cible à assassiner et on génère un assassin qui aura un style d'assassinat.
Il y aura plusieurs styles, un maximum si possible, avec des attributs Mais est-ce différents. que ces styles, on les débloquera à travers un arbre de compétences? Non, bien sûr, ça c'est très à la Assassin's Creed. Et attendez, on va pas quand même révolutionner je trop vous ai les choses. demandé un Mais arbre il y a de un arbre de compétences. compétences. Mais nous sommes Sortez de dans... mon bureau. mais nous sommes dans Assassin's Creed. Ah. Le personnage qu'on incarne a un arbre de compétences, comme dans tous les Assassin's Creed. très et bien, voilà, très bien. et Ah, bah, on oui. va pas commencer à tout changer. Ou bien. Mais vous avez bien Euh, compris que je parle pas d'arbre hein, à grimper. Non, alors ça j'ai bien compris. Ah, non, oui, oui. c'est gentil de me prendre pour un con alors qu'on sait pas la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale. Hein, donc vous êtes bien gentil, monsieur le producteur. Donc il y a un arbre de compétences pour le personnage principal, bidon avec de l'XP à gagner et débloquer des merdes. Mais ça, ils aiment bien les clients. Les jeunes. Nos clients, ils aiment bien ça. Ils ont Ouais. l'impression de se sentir fort. Puis en fait, ce qui est bien, c'est qu'à la fin, le jeu est beaucoup plus facile, mais ça, ils le savent pas. Ouais, quand on finit. Donc, les assassins, on doit les accompagner et on va devoir un peu anticiper leur style d'assassinat pour pas qu'ils se gonfrent comme des merdes. Parce qu'il y a plein d'endroits, où potentiellement ils peuvent faire attraper par des gardes, ils peuvent tomber, la charrette ne peut ne pas être en bas. Ah, donc en Ou- gros, là, tu parles de l'assassin qui est devant nous, en fait. Voilà, L'assassin l'assassin que nous on doit assister. Donc nous, c'est un peu l'inspecteur Gadget et puis la petite fille. Là. L'inspecteur Ouais, je Gadget, vois il bien. est nul, puis Ouais. elle essaye de Ouais. réparer les. C'est de un peu ça. réparer les trucs qu'il fait Donc derrière. nous, on doit capter un petit peu, selon son style, comment est-ce qu'il va aborder la chose, et puis essayer de l'accompagner au mieux pour pas qu'il rate son assassinat. Sachant que s'il rate son assassinat, on est dégradé, donc on fait des missions de plus en plus pourries, Mhm. parce que forcément les gens n'ont pas confiance en nous, donc ils veulent pas nous faire assister des mecs qui font des assassinats importants. Donc il va falloir réussir à enchaîner. Le but va être d'atteindre un assassinat de très haut rang, Mhm. et donc de pouvoir enchaîner un certain nombre d'assassinats de plus en plus qualitatifs. Et pour ça va nécessiter les allers-retours pour bien comprendre chaque assassinat et puis comprendre les styles différents des mecs qu'on doit assister. Et puis, parce que alors moi, c'est plus qu'un Assassin's Creed, ça me fait beaucoup penser à un Hitman, en fait. Il y a quelque chose de cette répétition dans de le côté de la Hitman, répétition. mais avec cette idée d'accompagnement où tu as vraiment une contrainte, où tu accompagnes un type qui va faire quelque chose qui va être chaque fois différent. Autant Hitman, chaque fois qu'on refait la mission, c'est toujours la même. Ouais. Autant là, ça va être vraiment apprendre les méthodes d'assassinat des types qu'on accompagne en fait. Donc ça va te demander, par exemple, de mettre énormément d'argent dans des développements d'intelligence artificielle. Exact. T'as vu le effectivement, budget ouais. que j'ai ou bien? Oui, Donc il n'y a pas de problème. cet argent, monsieur Dalacléo. Le monde ouvert existe déjà. Hein. Chez lui, il y a un générateur aléatoire de monde ouvert, je crois. Ils appuient sur un bouton, il y a un nouveau monde ouvert qui pop, donc ça coûte plus très cher. Facile, Ça. c'est trop facile. Hein bah oui, ils ont un bouton, ils appuient. Il y a plein de gens en Chine, en Inde qui travaillent à toute vitesse, qui donnent un niveau. Ah, c'est comme ça qu'on fait les jeux vidéo. C'est comme ça qu'on fait. Mais alors, pour mieux comprendre ce que fait le joueur, en gros, tu suis donc le parcours de l'assassin que tu dois pister. Et puis l'idée, c'est qu'en gros, c'est de lui faire croire que lui, c'est un bon assassin. C'est-à-dire, c'est toi qui t'occupe des gardes à sa place, par exemple. Bah c'est ça, l'idée. c'est voir si typique, tu tombes sur un Tout à coup, assassin mais qui est... on aurait des trucs cons, genre il devient tellement nul qu'il lâche son couteau derrière lui, puis il remarque pas qu'il a lâché. Puis il faut le ramasser, puis il faut lui le rapporter. Alors non, pas dans le comique parce que C'est pas un non, mais assistant. Ouais, ça, Alors, c'est- excusez-moi, monsieur le producteur, mais je Oui. vais devoir vous expliquer votre travail. Est-ce Ah. que vous pensez vraiment que notre cible de 15 ans a très envie d'assister un Je sais pas, nulos? peut-être vous êtes en train de Un me proposer un handicapé. jeu comique. hein. Non, mais c'est beaucoup trop ambitieux. Hein. Non, on parle de. Non, bien, je sais que. notre Parce que alors, je vous cible. préviens tout de suite, la comédie, ça ne marche pas. Ah, bah justement, du coup, moi je me suis dit non, vraiment, on reste dans le sérieux. C'est-à-dire que si on a un qui est par exemple très faible en combat, et ben, effectivement, on va essayer de nettoyer devant lui pour pas qu'il ait à rentrer D'accord. dans des combats, des combats au corps à corps. Mhm. Si on en a un qui est, je sais pas. Ce serait hyper drôle qu'il y ait aussi des séquences où tu dois nettoyer son. Tu dois nettoyer son. Là où, tu sais, un peu la base des assassins. Tu sais, il est hyper dégueulasse, il fout des paquets de chips partout. Et puis du coup, il faut nettoyer sa chambre pour qu'il retrouve les indices. Voilà, c'est Oui, ça. oui. Ouais, ça pourrait être pas mal. Pardon, ça. là, c'était plus le producteur qui Et, parle. et puis il y aurait aussi, par exemple, s'il y en a un qui est très balourd et puis qui fait beaucoup de bruit, essayer d'attirer l'attention des gardes sur toi pour qu'ils puissent passer, enfin, Ouais. ce genre de choses. Puis Voilà. on est dans la Deuxième Guerre mondiale, donc on saboterait les avions. Totalement, voilà, on ferait des explosions au Mais loin. lui, il est pour- bien conscient que tu existes. Ou tu es juste là pour Ah bah l'accompagner. t'es son assistant, donc lui, Voilà, ok. de temps en temps, je pense que ça serait intéressant qu'il te donne des ordres clairs, qu'il te demande Mhm. des choses spécifiques Mhm. pour varier un petit peu. Des fois, tu dois devancer de toi-même certaines choses qui sont, faut que ça soit relativement évident pour Ouais. que ce soit jouable. Et puis après, des choses peut-être plus précises, plus difficiles, où lui il te dit, ben je t'attends là, j'ai besoin que tu me fasses ci, que tu me fasses Mais, ça. alors, et puis donc, ça crée un système de jeu où, parce que tu parlais beaucoup de ces systèmes de répétition,
par exemple, si tu crochettes pas telle ou telle porte, il va pas réussir à l'ouvrir et donc il va prendre un autre tracé. Puis ça te demande par la répétition, par exemple, de voir, ok, si je laisse cette porte fermée, ça le fait aller sur le champ de bataille et donc ça lui permet de prendre le flingue qui va lui permettre totalement. Okay. Et puis vraiment, du coup, c'est ça, il va falloir maîtriser deux sortes d'entités. C'est l'endroit de l'assassinat qui sera toujours le même. Ouais. Et puis ensuite, le style de l'assassin et sa façon d'aborder les choses et qui seront combinés toujours un petit peu différemment. Et puis, ça devient presque de la manipulation à un moment donné, parce que tu peux le faire en sorte que tu l'empêches d'aller à certains endroits pour qu'il aille à d'autres endroits et ensuite, en quelque sorte, le manipuler. Limite, je alors pense que à tu es ça. censé l'aider. Ouais. Ce qui est paradoxal, parce que quand on pense, c'est qu'on se retrouve dans le rôle de l'assistant et c'est nous qui manipulons, alors que généralement, quand on est l'assassin, c'est nous qui nous sommes manipulés. Ouais. On nous dit fais ci, fais ça, va là. Ouais. Donc, Et puis, alors ça, je trouve que c'est quelque chose d'assez intéressant dans le sens où, donc, la manière dont vous empêcherez les joueurs, en fait, tout simplement, de tuer la cible que l'assassin doit assassiner, c'est que si, en gros, tu le fais, t'es puni, ou alors ton assassin, il est downranké. il est, voilà, exactement. Enfin, non, lui, il est mort, souvent. Donc, du coup, c'est ce qui permet aussi de générer des nouveaux assassins, de justifier la génération de nouveaux assassins. Et ce qui fait aussi que si tu montes dans les rangs, tu vas garder le même assassin. Ouais. Donc, tu vas le connaître de mieux en mieux. Par contre, tu connaîtras de moins en moins les missions. Ouais. Voilà. Okay. Est-ce qu'à un moment donné, est-ce que tu peux dépasser l'assassin ? Parce qu'en tant qu'assistant, non, c'est Shadow. On n'est pas là pour. On reste il faudrait complètement changer. Autrement, on se retrouvait de nouveau avec un gameplay. Tu peux imaginer une mission où c'est toi qui diriges. Non, je pense que ça serait contre-productif. Vraiment, il faut garder quelque chose. Puisqu'on est dans du gros AAA à 300 millions, et quand même cette personne qui accompagne, est-ce que vous imagineriez quand même quelque chose un peu de science-fiction, hein ? Les gens aiment bien la science-fiction. Vous êtes par exemple un fantôme ou un... Non. Ça va pas plaire aux gens de jouer des assistants. Est-ce qu'il faudrait peut-être pas quand même leur justifier qu'ils sont moins forts que l'autre assassin ? À mon avis, là, on a un problème où les joueurs vont pas se sentir assez forts. Ah, c'est fort, ouais. Alors à ce moment-là, autrement, on pourrait... Par exemple, ça pourrait être le fantôme de l'amante. Ça marche bien, les personnages, de femmes. Ça pourrait être l'amante de l'assassin. Ouais, qui ne veut pas qu'il meure. Qui ne veut pas qu'il meure et donc qui le protège à travers la mort. Ça serait beau. C'est pas mal. Puis du coup... Femme forte, on est dans la mode. Oui, évidemment. C'est bien, on est bien dans la cible. Ce serait un peu le film Ghost, peut-être vous connaissez le film Ghost. Ghost, je l'ai pas vu, je l'ai malheureusement pas vu. C'est un très joli film d'amour sur les fantômes. Comme Gasper. Le fantôme. Il y a de l'amour dans Gasper. Bien sûr. Je me souvenais pas de ça. Bon, mais écoutez, cher game designer, il me faudra un titre pour votre merveille. Assassin's Creed Shadow. SS. Ah non, SS. On a Assassin's Creed SS. Pardon, on s'excuse. Deuxième Guerre mondiale, Assassin's Creed SS. C'est très bien, ça nous fait un bon petit scandale. Ça nous fait un bon petit scandale avant la sortie du jeu. On dit qu'on l'a pas fait exprès. Mais non, c'est Shadow. C'est Shadow. On n'a jamais pensé à ce genre de choses. Quoi ? C'est quoi lesquels les SS ? On économise quoi ? 30 millions de budget cube. Il y a Aurélien qui fait un regard genre je vais partir de ce podcast. Je m'y assiste. Non, pas du tout. Ok. J'assume complètement. Bon, mais super. Merci beaucoup pour ces deux pitchs. N'hésitez pas, bien sûr, chers auditeurs, à nous faire savoir ce que vous en avez pensé. Et puis, bien sûr, si vous avez envie aussi, peut-être qu'on pousse ces concepts un tout petit peu plus loin. Et peut-être qu'un jour existera Assassin's Creed SS. Oh, ça serait bon. Comme on a dit, Indie Impact. Je sais pas. C'est génial. Indie for Sale. Indie for Sale, oui, c'est juste. Indie for Sale. Je vois le marché d'esclaves, c'est beau. Bon, super, merci. C'était le merveilleux passage. Moi, on n'en a plus, on l'étale. Donc, messieurs, maintenant, je vous propose... ça, c'est toi, Sandro, en fait, qui m'a proposé donc, de parler de ça. On va en parler très brièvement. Je trouve que c'est un sujet intéressant. On a eu effectivement donc, un peu le fourgon, la cargaison des conférences de l'E3 qui a eu lieu il n'y a pas longtemps, hein. Mm-hmm. Il y a un mois. Certains d'entre nous les ont suivis de manière plus assidue que d'autres, mais je trouve intéressant en fait le questionnement qu'on a eu à propos de ces conférences. On parle vraiment des conférences, parce que je pense qu'il y aurait énormément de choses à faire sur la manière dont on montre un jeu, la manière dont on décide de le montrer, les différentes
ça, c'est vraiment des discussions qu'on peut aussi avoir, qu'on peut continuer à avoir dans Tartine Mécanique. Comment montrer son jeu, comment décider de montrer son jeu. On en avait parlé aussi dans Tartine Mécanique 1, avec le positionnement que le game designer peut avoir lors d'un festival. Et là, effectivement, je trouve intéressant de tout simplement discuter brièvement sur pourquoi on a une absence de discussion lors de ces conférences de l'E3, qui sont bien sûr des machines à argent, quoi, qui sont des machines à hype, des machines à... Enfin voilà, ce qu'il faut, c'est accrocher les gens et autres. Pourquoi donc les mécaniques de jeu sont pratiquement absentes, hein. On parle pratiquement pas, on ne vend pas un jeu à travers ces mécaniques lors de ces conférences E3. Ouais, c'était vraiment pour moi un coup de gueule parce que je re-regardais l'E3 comme chaque année. Je me demandais si je voulais écrire un article comme je le fais chaque année. Et cette année, j'ai pas eu envie parce que en fait, j'ai l'impression que chaque année, je répète toujours la même chose. Et je m'ennuie, quoi. Vraiment, je trouve ça profondément, à mon sens, ennuyant parce que je trouve pas... on me présente pas des jeux, on me présente des fantasmes. On me présente tu vas être ci, ou tu vas être ça, ou tu vas faire comme si... Et résultat, j'ai vu un nombre de jeux incroyables, dont certains qui avaient l'air sûrement très intéressants, mais dont je n'ai pas... typique, qui me vient à l'esprit à l'instant, le dernier God of War, que j'ai trouvé assez surprenant, assez rafraîchissant au niveau justement de sa thématique, il avait l'air vraiment d'être changé en profondeur, tout en gardant ce nom, en retrouvant quand même en filigrane ce qu'il était avant, mais on sort de cette espèce de séquence, ce pseudo-séquence de gameplay, sans savoir à quoi va consister le jeu, comment est-ce qu'il va fonctionner, est-ce que c'est un jeu qui est basé sur la protection du fils, est-ce que c'est un jeu qui est... est-ce que la vision des combats qu'on a, est-ce que c'est juste l'introduction, ou est-ce que plus tard on va jouer de façon beaucoup plus traditionnelle avec une caméra plus éloignée. C'est extrêmement confus. On m'a juste dit regarde, tu vas jouer God of War chez Viking, quoi. Et puis il y a une interaction avec l'enfant et tout, qui a l'air très intéressante, mais j'ai aucune information sur le jeu. J'ai trop peu, et ça s'est répété mais à l'infini pendant ces conférences. Et malheureusement, ma bulle d'air habituelle, qui est Nintendo, qui a vraiment cette habitude opposée, qui eux montrent longuement, expliquent longuement les possibilités, ils étaient pas absents, mais ils ont fait un choix que j'ai trouvé assez couillu, mais bon, justement d'aller jusqu'au bout de cette idée-là, et on fait même pas de conférence, et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on vous montre des heures de Zelda à la suite, où on vous montre vraiment le jeu, et là, pour le coup, c'était vraiment très agréable. C'est intéressant, je trouve, ton exemple, pour revenir sur ton exemple de God of War, parce que effectivement, on a dans ce qu'on peut apprendre de la direction dans laquelle ils vont en termes de mécanique, c'est le positionnement de la caméra. On a un petit peu de combat, on voit qu'on a de nouveau une super attaque avec la Spartan Rage. Ce qui est intéressant, c'est que si tu fais attention à cette conférence, tous les moments où en fait des mécaniques sont montrées, c'est-à-dire la mécanique où tu appuies sur L3, R3 pour faire ta Spartan Rage, les moments où par exemple le public réalise qu'en fait l'expérience est accumulée par l'enfant et pas par Kratos, donc on a tout à coup l'interface qui nous indique que l'enfant a gagné de l'expérience, c'est des moments où on entend le public qui tout à coup a tout à coup on a une réactivité du public en fait. Okay. C'est les moments où on apprend des éléments de jeu en fait. C'est assez intéressant. Alors bon, évidemment, on a aussi les applaudissements quand ils réalisent que c'est God of War et puis que Kratos le héros est de retour, mais on a aussi systématiquement en fait des moments dans le public de réactivité sur les quelques bribes de système de jeu qui transparaissent, parce qu'effectivement il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent. On n'a pas d'interface, pratiquement aucune de ces présentations montre l'interface. Il y a une barre de vie, une barre d'endurance. Ouais, il y a rien, on n'a aucune idée effectivement. On les enlève complètement. Ouais, on les enlève complètement. Et je comprends la nécessité de faire ça, mais pourquoi après, c'est pas complété par le game designer du jeu qui vient et qui explique un petit peu simplement ce à quoi on peut s'attendre, en quelques mots, dire voilà, on est parti là-dessus, faire un mini pitch, c'est quand même pas hyper compliqué, pour qu'on sache à quoi s'attendre et qu'il faille pas attendre des fois des heures et des heures, voire des semaines qui passent, plutôt des mois, des mois suivant pour avoir des précisions, pour savoir comment ça se joue, quoi. Et on est quand même en train de parler de jeu. Moi je pense que à mon avis, le 3, c'est pas forcément de la vente de produits, c'est plus de la suscitation du titillement d'un intérêt pour un produit. Enfin, pas pour un produit, mais pour un concept, je dirais. Du coup, là, ils sont là pour montrer que ce projet existe, qu'il est en train d'être créé, mais ils sont pas là pour vendre les mécaniques, disons.
D'ailleurs, à mon avis, c'est quand même assez probable que la plupart des jeux et des objets qu'on nous montre sont des choses qui ne vont pas sortir en 2016, mais en 2017, voire en 2018 avec les habituels retards. Donc en gros, c'est même probable pour le coup qu'on nous montre des trucs où le game design n'est même pas plus que ça, en fait, Voilà, même posé, des fois, établi, c'est que défini. des artistes et des gens qui font des vidéos. Voilà, c'est ça, qui ouais. sont... Ouais, mais on revient à un truc qui est extrêmement triste du coup. C'est qu'effectivement, ça veut dire que. Enfin, ils présentent quelque chose dont la fonctionnalité principale, ils n'ont aucune idée. Mais Et si tu veux montrer Putain. un jeu avec ses mécaniques réelles, il faut que le jeu soit quasi terminé. Mais c'est pour ça que, par Ah exemple, non. Ou qu'il y a un niveau. l'intention, c'est juste savoir l'intention. alors c'est vrai qu'on peut expliquez-moi savoir dans quelle direction ils veulent aller. Pas ouais. typique, là, j'ai pitché, on a fait les deux exercices de pitcher d'un jeu. On explique comment il fonctionne mécaniquement. On va pas, Ok, à ce on va niveau-là. pas dire, mec, c'est juste un truc où tu détypes et puis Bah, t'es le dieu de la guerre. Bon, À ce bah, niveau, il y super, a, mais- il y a un exemple qui vraisemblablement, pour moi, fait assez cas d'école, mais c'est vraiment, une fois de plus, on n'est que dans le 3, parce qu'on pourrait prendre plein d'autres exemples, Mhm. d'autres manières de présenter son jeu. Il y a, à mon avis, des développeurs qui font aussi ça hyper bien, mais qui sont pas sur les scènes de l'E3. Mhm. Mais sur la scène de l'E3, ce qui était, effectivement, faut le dire quand même assez impressionnant, c'est l'année passée, avec Fallout 4, où quand ils sont arrivés sur scène, ils ont montré 25 à 30 minutes du jeu qui tourne, Mhm. avec le créateur qui était sur scène. Alors Mhm. après, indépendamment de ce qu'on peut penser du jeu, hein, mais Ah, c'est Ou- marrant, t'as devancé que j'allais dire c'était de la merde. voilà, non, mais parce que je voyais ton Mais ça regard n'a- et ça n'a- je non, mais sentais que ça Alors allait c'est venir. plus fort que moi, mais tu as raison. Mais tu as en raison. termes de communication, Je suis puisqu'on d'accord parle avec de toi. communication, Ouais, je suis d'accord avec et toi. c'est pour ça que pour moi, c'est quand même un cas d'école. Puis il y a beaucoup de gens qui se sont dit, c'est probablement comme ça qu'ils vont faire. Et à mon avis, ils sont partis aussi un peu dans cette direction avec Resident Evil 7. Resident Evil 7 Biohazard, de son titre, Oui, c'est un peu- complet. Oui, parce que c'est comme ça que c'est inscrit sur la couverture, puis maintenant, il faut en parler. Ah, mais c'est vraiment marqué. C'est le titre complet, c'est Resident Evil 7 Biohazard. Donc, il faut donner et le titre américain et le titre japonais. Ah, dans d'accord. le Ah non, mais ils vont quand même les séparer. J'ai eu peur tout d'un coup. Non, ça c'est le même devienne- titre. Non, Ah, non. ils vont Non, le donc il titre sera américain commercialisé sous partout. Resident Evil 7 Ah, Biohazard. ouais, ok. Et au Japon, c'est Biohazard 7 Resident Evil. Ah, c'est fou. Oui, ça. Ok, d'accord. Ils essayent d'unifier les titres. Je pense qu'ils en ont marre, avec tout l'argent qu'il y a derrière, d'avoir en fait Toujours deux titres différents. ok. Et va savoir s'ils sont pas en train de penser à une transition. Tout à coup, ils ont déjà décidé lequel ils vont choisir. Puis pour le 8e opus, enfin par ailleurs, hein, mais pour le 8e opus, bah, ils vont choisir entre Biohazard et puis Resident Evil. Et ça sera soit Ouais. Biohazard 8, soit Resident Evil 8, point. Quoi. Enfin, ils vont arrêter de se... Globalement, ils vont compter c'est les distingué. sous. Là où ça ramène le plus, ils choisiront le nom. Bon, de toute façon, Et c'est probable que ça parte du côté américain. ouais. Mais puisque les films s'appellent, enfin en tout cas, Ouais, partout à part au Japon, Resident Evil. Mais pour revenir à ce que tu disais Oui. sur Bethesda, bah, c'est marrant parce que cette année, de nouveau, ils ont refait plutôt quelque chose dans ce goût-là avec Dishonored 2. C'est vrai que c'était aussi Donc un ils avaient déjà présenté l'année passée. Voilà, mais du coup, ils ont quand même. Bah, c'était un des moments où je me suis réveillé. On a eu une séquence de gameplay avec les intentions, les changements dans le gameplay, qu'est-ce qu'ils voulaient amener cette fois, les dynamiques. Ouais. Enfin, on avait quelque chose qui était. Voilà, où on parlait du jeu, quoi. Mais en fait, si je parle aussi de ce Fallout 4, je suis d'accord avec toi, ils ont vraiment, effectivement, sur Dishonored 2, ils sont quand même allés pas mal dans le détail. Mais Fallout 4, ce qui pour moi en fait un cas d'école dans une conférence de l'E3, c'est on présente le jeu, on présente son système et ses mécaniques, on vous montre 20 à 30 minutes du jeu, et le jeu, il sort 3 mois après. Il sort 3 à 4 mois après. Mhm. Donc en gros, ils ont vraiment joué la carte du on n'attend pas que les gens ils oublient le jeu. Ils ont juste le temps de s'en réjouir et le jeu il est dehors. Tu vois. Et c'est en ça qu'à mon avis ils ont très très bien joué. Fallout 4 a été un succès commercial incroyable. Enfin, il y a eu c'était parmi les meilleures ventes de l'année passée. Et passe à mon avis c'est en grande partie une fois de plus indépendamment de la qualité du jeu. À mon avis en termes disons de marketing, ça a été assez impressionnant, disons. Je pense. Enfin, disons c'est quelque chose à mon avis, dont il pourrait se baser, en fait. Pour enlever un petit peu cette impression dont tu parles, cette impression un peu qu'on est en train de te jeter de la poudre, en fait, de la poudre aux yeux, d'avoir vraiment un truc où les conférences de l'E3, c'est bim, voilà le jeu sur lequel on a bossé pendant 3 ans, il sort dans 3 mois, bam, et puis on vous montre les mécaniques, on vous montre le système. C'est vrai que ça serait plus consumer dans le sens où le produit est disponible dans un temps relativement court. Ça devient aussi dangereux en termes d'argent, en fait. De jouer une stratégie de com sur 3 ans, à mon avis, c'est assez chaud, tu vois. Ça veut dire que tu dois mettre ton site en place quand même très tôt. Tu dois prévoir 3 ans de trailer, tu dois prévoir 3 ans de release du truc et autres. Je pense qu'en termes monétaires, à mon avis, c'est quand même assez... Surtout si tu es sur la scène de l'E3, tu vois. Sur la scène de l'E3, il y a quand même pas mal de gens qui l'ont montré. Tu as une telle exposition que si tu arrives avec un jeu qui envoie, puis que tu dis il sort dans 3 mois, à mon avis, c'est bim bim bam boum, quoi.
Ouais, non, mais je pense que. Ouais, et puis derrière, je pense qu'il faut pas être naïf. Je pense qu'ils ont quelque part raison. Je pense que plutôt, je suis pas le public de l'E3 parce que simplement les gens, c'est le grand public, la majorité à qui ça s'adresse, qui sont pas des passionnés de jeux, qui sont pas des game designers, qui sont des gens voilà normaux qui utilisent le jeu vidéo comme un divertissement. Eux, ils ont envie de cet aspect-là, de regarde le dernier trailer, ça tabasse, ça va être incroyable, ça évoque qu'est-ce que tu vas incarner plus que de savoir comment le jeu va fonctionner, qui des fois, moi j'avais fait le test avec un ami sur le premier Dishonored, à l'époque à l'E3 ils avaient fait toute une série de vidéos que j'avais adoré, sur lesquelles ils faisaient une mission et ils la montraient jouer 5-6 fois avec les variations en expliquant comment ça fonctionnait et j'avais montré ça à mon pote et il avait regardé un petit peu ces vidéos genre ouais ton jeu voilà. Et puis après, je lui montre le trailer du jeu, alors, en CG, avec le gars qui court sur les toits, etc. Et là, ça a l'air malade. Ouais, tout à fait. Moi, et c'est là où... Mais le problème de ça, et pour moi, ça, c'est la grosse faiblesse de ça, c'est l'effet Watch Dogs. C'est-à-dire que... Tout à fait. Alors, c'est j'allais justement parler de ça, quoi. En me disant, je me demande si ton sentiment, il est pas initié par une sorte de... une sorte de déception que tu as pu avoir par le passé. En tout cas, moi, j'ai eu cette déception et c'est pour ça que je ne suis plus intéressé vraiment par ces événements. Je me souviens à l'époque, c'était pas dans le cadre de l'E3, mais en tout cas, c'est dans le cas d'attente d'un jeu où on te promet des choses incroyables et c'était pour Fable. Le premier Fable de Peter Molineux, justement, moi, je me souviens... À lui, ça a été l'école. Hein. Il nous a appris alors, voilà. Et moi, je me souviens, à ce moment-là, quand il avait annoncé le jeu, je lisais tous les textes, j'allais plusieurs fois par semaine regarder s'il y avait des news, j'épluchais tout le net pour trouver des articles et voir ce qu'il y avait de nouveau. Et le jour où il est sorti, mais alors c'était pas du tout le jeu que j'attendais. Et du coup, depuis là, je me suis dit, plus jamais je suis un jeu en attendant le résultat. Et ce que je trouve triste au final, c'est que paradoxalement, je pense que c'est contre-productif pour le jeu au final. Parce que si tu mets clairement les limites en disant, là, tu as un jeu, il fonctionne avec telle limite, telle limite, telle limite. Et puis dès le départ, tu es très clair là-dessus. Tout à fait. Ouais. Le joueur, ensuite, il va comprendre ses limites et à partir de là, il va pouvoir partir dans le délire à fond. Ah, mais oui. Alors que quand tu lui promets des choses... Si tu commences par une frustration... Voilà, tu lui dis, voilà, les règles, c'est ça. Tu peux faire ça, tu as le droit de faire ça. Puis après, mais à partir de là, tu fais ce que tu veux. Et là, c'est beaucoup plus clair que si tu lui dis, mec, je te vends c'est un open world et puis c'est un couloir après. C'était ça. Ouais, c'est bon. Ouais, alors là, ouais, effectivement. En plus de ça, il y avait ce problème-là. Mais peu importe, même quand tu donnes à Watch Dogs, donnait quand même en gros en filigrane, même si c'était pas aussi beau, même si voilà. Mais les gens avaient tellement vu un trailer qui était malade au niveau de comme il était joué aussi, au niveau des déplacements du personnage, au niveau de comment il arrivait dans la boîte de nuit, au niveau de la mise en scène de l'accident. Parce qu'il y a des vidéos qui montrent au final le jeu comment il est, ces mêmes séquences dans le jeu. Elles sont honnêtes, elles sont pas même le truc d'accident tu peux le provoquer. Enfin, globalement au niveau des systèmes de jeu, ils ont assez bien illustré ce qu'ils avaient mis dans la vidéo. Mais le problème c'est qu'ils ont fait croire aux gens quelque chose qui n'est pas possible. Et quand on a l'œil, surtout en mode shooting, en mode gameplay en fait, ils montrent du faux gameplay. C'est qu'ils montrent au final, ils montrent une cinématique qui est jouée en mode gameplay, mais qui est de l'ordre de quelque chose de cinématique et ils font croire que oui c'est du gameplay. Alors oui c'est avec le moteur du jeu, mais par contre évidemment quand tu joues ça ressemble jamais à ça. Mais c'est sûr, vu les enjeux financiers qu'il y a à l'E3, même si tu montes du gameplay, tout doit être synchronisé, tout doit être... Mais alors j'ai pas de problème avec les séquences de gameplay qui sont pas jouées puis qui font semblant de jouer, ça c'est pas un problème, ça on s'en fout, ils devraient même pas faire semblant de jouer, je vois même pas l'intérêt de faire semblant de jouer, mais par contre c'est arrêter de présenter les choses d'une façon où tu dis c'est une séquence de gameplay, on voit bien aux angles de caméra, on voit bien à l'absence d'interface, on voit bien à la dramaturgie. Là je me souviens il y avait l'accident où tout d'un coup il allait, puis il y avait une dame qui était coincée dans une voiture, il l'aidait à sortir, enfin mais évidemment que on peut pas faire ça dans un jeu à monde ouvert, on peut faire ça dans un Uncharted, mais dans un jeu à monde ouvert avec plein de systèmes qui rentrent en collision avec les uns avec les autres, il y aura jamais une mise en scène comme ça au milieu de l'accident. Et le problème c'est que les gens s'accrochent à ça, ils arrivent au jeu et ils disent mais attends c'est qu'un jeu. Bah ouais mec c'est qu'un jeu, mais du coup voilà, je pense que ça c'est une vision qui est assez limitée et qui qui sert pas le jeu. Je pense que j'en ai un petit peu parlé, ceux qui ont envie d'aller lire l'article sur Overwatch entre autres, j'ai parlé de ça et je trouve que Blizzard est beaucoup plus malin là-dedans.
C'est intéressant ce que tu dis sur... mais je suis d'accord tout à fait avec toi qu'il faut vraiment se poser la question sur pourquoi on montre des gens qui jouent alors que probablement des fois ces jeux sont pas joués. Enfin, on veut nous faire croire que certains de ces jeux sont joués alors que voilà, c'est hyper bien rodé et autres. Ce que moi je trouve très intéressant, c'est que dans la conférence, si je peux vraiment prendre un exemple très précis, dans la conférence de Microsoft, j'ai trouvé génial comme tout à coup la personne qui joue a été utilisée pour autre chose. C'est-à-dire qu'on a eu la démo de Scalebound et la caméra est très étonnamment, c'est vraiment pour le seul passage de gameplay ou de pseudo-gameplay qu'on nous a montré où la caméra est restée aussi longtemps sur le joueur et pas sur l'écran de jeu, enfin sur le jeu qui est en train de se dérouler. Et il y a beaucoup de gens qui se sont posé la question et en fait c'est assez évident, c'est parce que le joueur avait des écouteurs, je vais pas donner la marque ici, on va pas faire trop, mais ces écouteurs ultra chers d'un célèbre rappeur dont on va pas non plus donner le nom, mais voilà, il avait du matériel, on était vraiment dans du product placement. Donc en fait, le joueur devient en fait lui aussi une sorte de matériel en fait, de matériel publicitaire sur lequel justement tu bloques la caméra. Et c'est intéressant parce que c'est dans un jeu où le personnage que tu joues lui aussi a ses écouteurs sur lui, enfin ils sont dans la diégèse, ils sont inclus, c'est-à-dire quand on combat contre des boss il met les écouteurs, enfin voilà, on a du product placement qui est vraiment placé de manière assez grossière on va dire, même si c'est un développeur que j'adore, c'est Platinum Games, mais bon enfin voilà, on sait qu'on est dans une conférence de l'E3 quand on a effectivement ce genre de truc où tout à coup on remarque des processus vraiment marketing où on a product placement, enfin on est borderline, il manque plus que les types ils boivent des canettes de Coca-Cola sur scène ou autre, mais enfin on est vraiment pas loin. C'est comme, ça me fait penser à ces pro players qui boivent des canettes de Red Bull et puis dès qu'ils voient que la caméra est braquée sur eux, ils montrent la canette. Voilà, pour le coup, eux, c'est plus comme des sportifs, des skieurs qui enlèvent leur ski à la fin pour montrer. Eux, ils ne s'en cachent pas, quoi. Bien sûr, ouais. C'est vraiment, c'est leur façon de vivre, ça, quoi. C'est la règle du jeu. C'est la règle du jeu. Mais ouais. Puis un petit hors-sujet 2 secondes en parlant des t-shirts, je trouve toujours magique ces types qui arrivent avec I'm a gamer. Je sais pas quoi. Et genre, mec, si t'as besoin de le mettre, c'est que il y a quelque chose dessous. Quelque chose qui va pas. Voilà, je crois que c'est exactement. We Are Gamer. Ouais, We Are Gamer, je sais pas quoi. Nous sommes des joueurs. Celle du Bi là qui répète chaque année, elle fait un laïus mais chaque fois au moins 5-10 minutes pour dire qu'elle essaie une joueuse, qu'elle prend qui elle veut, que je suis là, mais meuf, enfin, on s'en fout. Disons, en ça, si on doit revenir à ces conférences, la conférence de Sony a quand même été remarquable dans le sens où il y a eu très peu de temps perdu, disons. Vraiment, c'était... alors ça, c'était agréable. Bonjour, bienvenue, bim, on vous balance du jeu. Prends des trailers dans ta gueule. On peut critiquer, comme on l'a fait maintenant, la manière dont ces jeux nous ont été montrés, mais alors, c'est vrai que pour le coup, on peut pas se plaindre qu'on a eu très peu de remplissage. Ils ont été de très loin meilleurs que les autres, effectivement. C'était très agréable à suivre de ce point de vue-là, Surtout sachant que c'était des mecs qui, il y a 5-10 ans, tout le monde disait « Oh non, la conférence Sony, elle va durer 2 heures, dont 1 heure de chiffres. » Et là, ils ont complètement dégagé ça. Et c'est très, très agréable. Je pense qu'il y a des jolies explorations. Enfin, moi qui m'intéresse beaucoup à la scénographie justement de ces conférences, il y a des explorations, je trouve. Il y a une diversité cette année justement de manières de construire la scène qui était très impressionnante. Entre Ubisoft avec son canapé, EA avec cette idée d'avoir 2 endroits en parallèle, d'avoir Londres et puis Los Angeles en même temps. Donc on voit qu'en gros ils sont tous en train de se dire ok, il faut qu'on tente des nouveaux trucs, Alors il y en a certains qui arrivent mieux que d'autres, mais tu vois, t'as EA, ils font une diffusion pour justement, ils ont une diffusion et à Los Angeles et à Londres puisqu'ils savent qu'ils vont parler énormément de football, mais football à l'européenne. Donc ils se disent c'est bien si on est à Londres. Et puis on a Ubisoft qui joue toujours avec son petit côté avec une scène très chaleureuse, des lumières plus fortes, une présentatrice professionnelle. On met très en avant le côté un peu bienvenue à la maison où elle les invitait sur le canapé. On avait des discussions qui étaient des fois un petit peu ennuyeuses, notamment sur le Star Trek VR. Enfin, c'était. La VR en règle générale, c'était roupillon garanti. Mais même là, comme c'était mis en place, c'était vraiment très. Tout à coup, on fait venir un ancien acteur un peu sur la descente, puis on lui demande de nous dire à quel point la réalité virtuelle, ça va changer notre monde, quoi. Et, alors ça, pour revenir d'ailleurs au sujet des mécaniques, je trouve ça fou cette espèce de grands guignolades autour de la VR. Je regardais, non mais parce qu'en fait ils y croient vraiment en fait. Et c'était royal quoi. J'ai ri pendant. J'avais l'impression de voir un remake de la Wii Balance Board quoi. Mais sur toutes les conférences, c'était génial. Bon alors au moins une fois de plus Sony a eu quand même la présence d'esprit, disons, de pas trop appuyer là-dessus, de juste montrer les jeux,
de même pas montrer quelqu'un qui y joue et puis qui avec le casque fait Ouah, c'est incroyable, je sais plus où je suis. Ils ont juste montré les visuels puis ils ont dit ben voilà, rejoignez-nous, allez les tester vous. Enfin même le Batman VR, ils ont montré aucune image. Enfin en gros ils les ont utilisés pour inviter les gens à venir tester la VR quoi. Donc c'est vrai qu'il y avait vraiment une diversité dans les dispositifs de conférence qui étaient très impressionnantes. Entre Sony qui utilise une salle de concert classique avec un orchestre, Xbox qui utilise toujours leur mise en place qui à mon avis marche pas, il devrait changer, hein, ce truc avec les différents projecteurs et puis les invités qui apparaissent partout un peu dans le public. Ouais, puis alors Microsoft, mais ils sont perdus les mecs. Ils sont à la rue quoi. L'année passée ils nous vendaient, l'année passée et celle d'avant, la Xbox qui se transforme en télé, en média télé machin, ça va être une box TV, ça va être malade. C'est une révolution. Et puis cette année, alors non, maintenant la Xbox c'est un PC. Et t'es là, mais les gars, peut-être si vous faisiez une Xbox qui est une Xbox, ça marcherait. Disons, bien. Là il y a quelque chose de très intéressant qui s'est mis en place, c'est-à-dire qu'ils devaient vendre du hardware. C'est-à-dire qu'ils ont dû défendre leur Xbox Mini, entre guillemets, leur Xbox One Mini, là, je sais plus comment elle s'appelle, la petite, quoi. Et puis là, le Scorpio, le projet Scorpio, quoi. Et puis alors, on a eu droit à ce trailer. Alors là, en termes de poudre aux yeux, c'est incroyable. On te montre des gens qui te disent, les gars, c'est malade. Ça va être malade. On vous montre rien, mais c'est malade. Ouais. Enfin, on sait à quel point Twitter s'est moqué de la phrase c'est quoi la plus belle qualité de pixels oui, c'est clair, la plus belle qualité. Les plus beaux pixels que vous ayez jamais vu. D'ailleurs, ils l'ont enlevé ce passage du trailer le lendemain de la conférence. Mais ce qui est fou, je trouve surtout, c'est que moi j'ai l'impression enfin nous on était plusieurs sur le canapé, on regardait ça et on se disait mais en fait c'est complètement contre-productif. Donc là t'es en train de me sous-entendre mec que ma Xbox en fait elle sert à rien parce que j'ai un PC qui est plus évolutif, je vais pas avoir besoin de dépenser. Parce que là, tu me dis que la Xbox va sans arrêt changer. Maintenant, elle va avoir des mises à jour beaucoup plus régulières au niveau de la puissance. Ça s'appelle un PC. Et du coup, il y aura les mêmes jeux sur les deux. C'est partout, pourquoi j'achèterais ton bidule, quoi. Du coup, tu es en train de t'éloigner plutôt que de faire un produit vraiment spécifique, qui a un rôle spécifique, propre, qui va me dire j'ai besoin de ça parce que ça ne ressemble à rien de ce que j'ai. Là, tu es en train de me dire l'Xbox, en fait, c'est comme un PC, donc... Choisis ce que tu veux prendre. Chez Microsoft de faire des annonces et de revenir en arrière. Ouais, alors ces dernières années. Oui, mais justement, on sent qu'ils sont perdus. Mais là, il y a quelque chose d'intéressant parce que tous les autres, ils ont justement dû vendre des jeux. Et alors que là, c'est la seule conférence où on a essayé de nous vendre du hardware. On a essayé de nous vendre de la puissance. Enfin, alors, on ne prend pas en compte la conférence PC, là, le PC Gaming Show. Oui, ça, c'est terrible. Et autres. Super. Aurélien, écoute, on va te laisser un tout petit peu élaborer. Donc pour rappeler ce qui s'est passé dans Tartine Mécanique 1, tu nous as posé une question, je pense que tu t'en souviens. Tu nous avais posé une question à laquelle on a répondu et pour le coup, il y a pas mal eu de retours, hein, notamment sur le site uncoinpixel.ch. Il y a pas mal eu de retours de gens qui ont discuté donc cette question que tu nous avais posée, qui traitait en fait de la mécanique du risk and reward en fait, qui est quand même très générale. On en a discuté un tout petit peu justement pendant le dernier podcast. Vraisemblablement, ça a pas mal fait parler les gens. J'en suis ravi. Est-ce que ça te surprend d'ailleurs que les gens, c'est principalement là-dessus que revenaient les gens qui intervenaient sur justement nos fils de commentaires. Alors c'est vrai que c'est une mécanique comme la plupart des mécaniques du jeu vidéo qui sont pas encore ancrées et qui n'ont pas encore des règles très très précises. Et du coup là, c'est vrai que en écoutant le podcast, j'ai remarqué qu'il y avait plusieurs approches différentes et moi j'ai trouvé très intéressant en tout cas d'avoir votre avis sur la question. Et puis moi j'avais mon propre avis antérieurement où je m'étais posé déjà un peu la question et je trouvais justement, parce que chez moi ça avait suscité des questionnements, du coup je me suis dit que c'était le genre de questions qui pouvaient justement donner lieu à des débats et un peu des réflexions là autour. Oui, c'est vrai qu'en tout cas, nous, on a, en tout cas, moi, de ce que je m'en souviens, on a réalisé, je pense, au moment où on essayait de répondre à ta question, à quel point on est dans quelque chose qui est assez flou. Hein. Enfin, c'est toi qui en parlais beaucoup, Sandro, qui était là. On est en train de prendre le problème du mauvais côté. Ouais. Enfin, il y a quelque chose de trop instable, en fait. Ouais, il y avait une définition qui était très difficile à poser en disant ça, c'est cette mécanique-là, ça, c'est du risk and reward. On a mais ça s'en est pas. Mais si c'en est on a quand beaucoup même. tourné. Est-ce que ça passe? Est-ce que ça se peut arriver qu'en temps réel? Est-ce que ça peut arriver parce que c'est lié au skill du joueur ou pas? Ou est-ce que on a vraiment fait pas mal d'allers-retours, mais je trouve que faudrait y réfléchir beaucoup plus
pour Ah, tout réussir à fait, à ouais, je la pense qu'il faut du cloisonner. temps, hein, c'est sûr. Et puis, Ouais. t'aurais quelque chose, toi, à rajouter Alors, justement par Ouais, rapport genre, à ça, justement, moi, j'ai Aurélien mon approche justement que je me suis faite au travers de la création de Looking for Imago, où à un moment donné, je me suis dit, je vais créer un monde généré aléatoirement, une sorte de roguelike. Et je me suis dit, il doit y avoir forcément des moments où le joueur a des choix à faire qui peuvent donner lieu à l'accès à différents items, différentes ressources, et qui peuvent aussi terminer par un décès du personnage ou bien un malus. Et du coup, je me suis posé la question, je me suis dit vraiment, c'est la notion de risque qui donne un rewards, ou un rewards positif ou négatif. Et du coup, j'ai commencé à analyser et j'ai commencé à identifier les points clés, et notamment le point central que j'ai trouvé, pour moi, c'était la notion de choix, que vous avez évidemment trouvé la dernière fois. Et ça, c'est vraiment pour moi l'élément central. Pour prendre un risque, il faut avoir le choix de le prendre. Si on ne veut pas le prendre, ben on le prend pas et puis on continue son aventure. Je trouvais que c'était un point clé. Après, je sais pas. Moi, c'est ma propre opinion. Je suis d'accord. En fait, je suis d'accord. C'est ce que j'avais dit. C'est que, mais si c'est ça, bon, moi, bah, c'est ce qui définit même un jeu. L'idée de Oui, mais tu peux prendre des avoir décisions. tu pourras avoir un choix sans risque. Là, c'est Bah, un c'est choix plus avec un risque. S'il y a plus. Bah, si, tu peux avoir un choix. Je prends le chemin à droite ou à gauche. Ouais, mais alors pour moi, ça, c'est pas. Pour moi, là, on est dans autre chose. On est dans une décision binaire de oui ou non, où il n'y a pas d'idéal. Où c'est juste, on te propose deux trucs, tu vas à gauche ou tu vas à droite, t'as pas d'informations. Pour moi, on n'est plus dans le jeu. On n'est plus dans le jeu. Parce qu'un jeu, quand il va te présenter, pour que ça soit un jeu, il va falloir que quand tu prends un choix, tu le prennes en connaissance de cause, en disant peut-être que le jeu qu'il y ait une lui-même- tension qui se crée. Parce que te dire tu vas à gauche ou tu vas à droite, c'est pareil, c'est juste que ça va raconter autre chose. Là, il n'y a pas de prise de tu as décision. certainement la notion de risk-reward à plusieurs niveaux. Au niveau macro, micro, et à plusieurs endroits. Et peut-être que le jeu lui-même est un... C'était tout mon problème. C'était le fait qu'effectivement, si c'était ça... Bah, Alors, pour faire l'avocat du diable, pour reprendre ton exemple des deux chemins, on pourrait imaginer deux chemins où on a une flèche qui montre à droite. Donc, en gros, le jeu est en train de nous dire, si tu veux continuer, va à droite. Ouais. Puis donc, le risque, je suis en train de parler à un niveau très bas, justement. Le risque, c'est quand le joueur, il se dit, non, je vais aller à gauche. Tu vois ce que je veux dire? Je vais pas suivre la flèche. C'est le principe de Stanley Parable. Ouais, exactement, ouais. Après, Sandro, tu peux discuter sur le fait que Stanley Parable est un jeu ou non. Ça, c'est une expérience narrative. Voilà, moi je trouve que c'est une chouette expérience narrative. Mais alors, j'ai l'impression que par rapport à ce que tu dis, Aurélien, en fait, ce qui est important, c'est pas uniquement ce gauche-droite, c'est que le joueur soit conscient de ce qu'il va obtenir en prenant le risque. Il va obtenir ou perdre quelque chose, ouais. Ou il pourrait s'en sortir avec 0 dégâts ou 0... Mais ça veut dire qu'il faut que le jeu, visuellement, lui indique ce qui est en jeu. Il faut que le joueur, à mon avis, je pense que le joueur doit être conscient du risque qu'il prend. Et puis, comment, en fait, je veux dire, par quelle indication Alors, imaginons, l'élément central que j'ai défini ici, c'est le choix. Mais ce choix, il doit être, dans un premier temps, créé. Il doit y avoir un besoin, en fait. Il faut que le joueur, quand il arrive à son moment où il doit prendre le choix, estime que ça vaut le coup d'y aller et qu'il a un réel besoin. Si, par exemple, un personnage est full life, il voit une vie apparaître en haut, un passage très difficile pour l'atteindre, il est full life, il ne s'intéresse pas à cette vie. Du coup, le système de risk-reward explose complètement. Le joueur continue tout droit, puis il skip toute la partie. Mais bon, après, voilà. Par contre, si à la place d'une vie, on avait mis un coffre d'or qui lui permettrait plus tard d'avoir une vie en l'achetant, etc., là, il y a un intérêt. Parce qu'il va se dire, ok, je suis full life. Est-ce que je continue full life, ce qui pourrait me donner un certain avantage, ou je prends le risque de perdre un petit peu de la vie et quand même atteindre ce coffre, et après coup avoir de l'argent et peut-être encore full life ou avoir perdu un peu de vie. Ça, c'est un choix qu'il doit prendre. Et je trouve qu'il faut Et dont le résultat sera basé sur ses skills, en fait. Dont le résultat sera basé par sa capacité. Alors, c'est pas forcément les skills, ça dépend de l'action, en fait. Donc, il y a le besoin qui doit être créé, ensuite le choix de le prendre ou non, de prendre ce risque, et ensuite il y a l'action. L'action peut être de toute forme, soit de la dextérité, ça peut être aussi, comme on le voit dans Binding of Isaac, jouer à la machine à sous. On perd des ressources d'argent pour gagner d'autres ressources. Et ça, c'est l'action. Le joueur sait pertinemment qu'il devra payer 3 pièces, par exemple, pour lancer la machine à sous, et qui potentiellement peut avoir un objet aléatoire qui sort de la machine. Mais l'action, il sait à quoi s'attendre, il sait ce que ça va lui coûter, potentiellement. Mais il sait pas ce que ça va lui rapporter. Non. Alors là, après, on part sur les rewards. Les rewards peuvent être positifs, négatifs ou aléatoires.
Puis donc Mhm. cette notion d'aléatoire, ça rejoint ce dont on discutait la dernière fois, qui est le stop ou encore des jeux de cartes. Ouais, ou de la ouais, exactement, ou de la génération random, Ouais. simplement de récompenses. Ça, c'est vraiment mon analyse. Moi, Ouais. je l'explique de manière Oui, et c'est bien parce factuelle, que mais tu pars pour- dans quelque chose de très macro, de très englobant en fait. Voilà, alors pour moi, j'ai un petit schéma ici devant moi où j'explique un peu, où j'ai. Il a effectivement un petit schéma devant lui, chers auditeurs. C'est magique. Ça fait plaisir dans Tartine Mécanique, on a des schémas On a devant des nous. schémas. Donc- Bon, on avait déjà des dessins la dernière fois. Ah ouais, bon, ça. On Un n'a autre- jamais vu. Je voulais Vu ajouter Trèfle qui encore les a brûlés. une petite chose, c'est que dans les types de reward, le temps, je trouve que c'est un reward aussi. Le temps, la perte de temps est un contre-reward. On pourrait imaginer une situation de risk-reward où tu pourrais potentiellement mourir en faisant ton action, mais tu pourrais aussi juste perdre du temps, quoi. En essayant de faire quelque chose, puis tu vois, ça échoue, tu te refais téléporter à l'endroit où tu as commencé, et c'est aussi une sorte de risque parce que le temps est une ressource. Mhm. Et des choses comme ça, Donc, en il y a gros, aussi... j'ai l'impression qu'en fait, c'est systématiquement, dans ce système de risk and reward, en fait, tu engages des ressources, que ce soit du temps, que ce soit de l'énergie, Exactement, oui. que ce soit une vie. En fait, tu engages des ressources Contre d'autres ressources. C'est une contre sorte d'autres ressources. Voilà, En fait. c'est une sorte de Mhm. troc. Ouais, je suis assez d'accord, je trouve. Et Ouais. puis, il y a aussi un autre aspect qui est intéressant, c'est le fait d'avoir un... Alors moi, je dis, le résultat de l'action devrait être proportionnel au risque encouru. Ouais. Devrait, alors je le mets en parenthèse, le devrait, parce que ça, c'est le choix du designer. C'est ça. Soit il te le met clairement, il dit ça va être ça la récompense, et du coup il te met un gros risque devant en disant t'auras une grosse récompense. Voilà. Ou alors il choisit l'option aléatoire en disant eh ben écoute, là tu vas prendre un risque. Bah voilà, Voilà. Disons que regarde ce qu'il représente pour toi pour avoir peut-être quelque chose de bien, peut-être Voilà, quelque chose de si pas tu, bien. si tu ne respectes pas cette règle, tu peux avoir une zone sans intérêt. Soit Ouais. c'est extrêmement facile d'avoir le reward et du coup tu te dis bon, bah, c'est un peu bizarre, ou bien ça devient extrêmement difficile, ou aléatoirement tu reçois rien, puis tu te dis mais j'ai passé cette phase qui était extrêmement difficile et j'ai rien. Frustration. Mhm. coup, Ouais, c'est vrai qu'il faut éviter, mais il n'y a pas quelqu'un dans les commentaires qui parlait justement de l'idée que cet aléatoire était à vocation d'exploiter justement un peu les faiblesses humaines. C'est vrai qu'on a tendance, quand on nous met un truc, tu vois un truc difficile, il y a un truc à la fin, mais tu sais pas ce que c'est, un point d'interrogation dans Mario, dans un truc comme ça, tu dis Exactement. il faut Ouais, que je dois y j'essaie, aller. il faut que je Mhm. voie ce que c'est. En fait, mais on a eu malheureusement, je les ai pas sous les yeux. Il y a eu je pense qu'on va pas refaire tout, mais je pense vraiment que les gens aient regardé les réactions parce que je trouve qu'il y avait vraiment des arguments intéressants. Il y avait vraiment des chouettes choses de la part des auditeurs. Alors c'est Ferg qui nous parle justement, qui a l'air d'être un joueur justement de jeux de société et qui donc a été aussi très intéressé par donc notre comparaison avec le stop ou encore et le risk win reward, et puis qui met effectivement très en avant donc sur cette mécanique cette importance du hasard en fait. Et que justement il discute donc de la présence du hasard dans le risk and reward, et il cite un jeu, donc puisqu'on est dans le name dropping, que je vous conseille aussi d'aller voir, puisque des gens sont apparemment aussi allés voir les jeux de cartes qu'on a conseillés au dernier podcast, qui s'appelle Skull and Roses. Qui est aussi donc un jeu qui est basé principalement sur cette idée donc, de risk and reward, un jeu très très simple, très très efficace. Skull and Roses, donc des crânes et des roses, c'est un jeu vraiment vraiment très très efficace, et à mon avis là il y a quelque chose de très intéressant qui se passe au niveau du stop ou encore du risk and reward et autres. Il y a une manipulation, un système de bluff par rapport à ça. Mais Aurélien, j'ai l'impression qu'aussi une autre étape par rapport à ça, parce que tu parles effectivement beaucoup de ton jeu Looking for Imago, donc j'ai l'impression que tu parles beaucoup en termes de zone, de temps, de déplacement. J'ai l'impression qu'il y a aussi beaucoup de jeux très nerveux, de combat ou d'action, qui me donnent l'impression qu'ils ont des mécaniques de combat ou d'échange de combos qui jouent justement avec ces idées du risk and reward. Est-ce que tu vas essayer d'aller plus loin dans la combo pour être potentiellement puni si tu vas trop loin, mais et tu rates ta combo, mais en même temps, si tu vas plus loin, peut-être que tu arriveras à faire plus de dommages ou autre. Enfin, je pense, là, dans ma tête, je pense à Bayonetta, en fait, qui... La gestion de la vie aussi. La gestion de la barre de vie. La gestion de la barre de vie. Est-ce que j'accepte de me prendre peut-être encore quelques coups, en sachant que... Imaginons que tu prennes une potion qui te redonne toute ta vie. Ta meilleure temps d'être
au minimum de ta vie pour l'apprendre, pour être Ouais. au maximum, pour pas perdre la différence que tu pourrais perdre en l'apprenant pas tout de Bah, suite. les deux exemples que je trouve intéressants auxquels ça me fait penser, le premier donc c'est Bayonetta avec l'idée du witch time où il faut esquiver le coup ennemi, il faut prendre le mieux, le plus t'esquives le coup ennemi à la dernière minute, plus tu auras de witch time, donc tu vas ralentir le temps, ce qui va te permettre de frapper l'ennemi dans un temps ralenti plus longtemps. Et puis le deuxième exemple, c'est un shoot 'em up de Cave, Mushihime-sama, je crois que c'est dans Mushihime-sama, oui, où plus tu es proche des balles, donc c'est un Danmaku, donc c'est un jeu de shoot 'em up Mhm. vertical, où donc plus on rapproche sa hitbox et son personnage de toutes les boulettes, enfin de toutes les balles qui nous arrivent dessus, plus on score en fait. Alors je crois que c'est S. Ah, Galuda. non, c'est S. Galuda. Ouais, Ouais, c'est c'est S. pas Galuda. Bushimi-sama, mais oui, c'est ça. Ouais. Bon, moi, je pense aussi à Spelunky. Ouais. Encore une fois, Tout j'arrête à pas de fait, parler de hein. Spelunky, moi. Mais avec les demoiselles en détresse qui sont Exact. pas sur le tracé central et qui redonnent un point de vie. Et du coup, ça nécessite de sortir du tracé central, d'utiliser des bombes pour pouvoir accéder et les Et ramener. justement, la mécanique qui est intéressante là, c'est aussi que tu peux sacrifier ces personnages sur les temples de sacrification Ouais. pour avoir plus de chances d'obtenir des items rares. Oui, oui. Donc, si tu as assez de vie ou tu es assez confiant en toi, tu peux dire bon, je sacrifie, peut-être que j'aurai des bottes magiques ou autre élément. C'est vraiment, je trouve que vraiment. Spelunky est passionnant. Oui, Spelunky est- je vous renvoie de nouveau au livre qui a été écrit dessus par son Derek auteur, parce que vraiment, c'est vraiment. Je l'ai terminé, je l'ai pas terminé à la fin. Ah, voilà. Ça vaut vraiment la peine de le lire. Est-ce que dans UCDP on aura des reviews de livres? Il y en a déjà une. Ah, c'est Il vrai? y en a déjà une le livre qui s'appelle Game Design Theory de Case Burgoon, je D'accord. crois, son nom que j'avais beaucoup aimé parce que, enfin, je suis pas d'accord dans plein de trucs avec lui, mais j'aime beaucoup son style. Je jette un pavé dans la mare et j'emmerde tout le monde. Ok. À la place de caresser. Ça m'étonne pas que t'aimes bien ça. À la place de caresser tout le monde dans le sens du poil comme l'autre là que tout le monde aime bien là, ce truc moisi là, comment ça s'appelle là, sur le game design, tout le monde parle que de ce bouquin là. Celui qui a designé Maximo? Non, c'est un mec Ah, en non. plus ça qui fait des attractions à Disney là. bon. Mais tout le monde parle de Oui, je c'est vois, vraiment Jess Shell, voilà. Jesse Chell. Ouais, Jesse Shell. Voilà, alors le mec il s'engage dans rien, c'est génial. Tout est bien, tout est super et ouais, puis en plus de ça, tout est au même niveau. Enfin, c'est une catastrophe. Tandis que lui, il avait vraiment, puis c'est pour ça que ça m'avait interpellé puis que j'en avais fait un article parce que j'avais trouvé que c'est un des livres qui m'a fait le plus réfléchir de par le fait que j'étais pas d'accord avec plein de trucs et puis qui m'ouvrait des nouvelles façons de réfléchir de par son avis assez extrême. Tartine mécanique, des conseils bouquins. Voilà, exactement. Merci Aurélien pour ton retour sur le Risk and Bah, Reward. merci à toi. Est-ce que tu as fait un petit peu le tour de ce que tu voulais dire? Oui, tout à fait. Ok, alors, super. Bah, on est très content pour le coup. Bah, j'espère que cette discussion pourra un petit peu se prolonger, hein, qu'on pourra peut-être revenir un petit peu là-dessus. Mais ça a été bien pour le coup de passer quand même un moment à dégrossir un petit peu ça, puis peut-être d'y revenir un petit peu parce que je pense qu'au dernier podcast, on a été peut-être un petit peu surpris par la Ouais, par la difficulté qu'on question, avait à vraiment essayer de... Je pense qu'Aurélien a fait un bon job là de clarifier la situation. Je trouve que c'était vraiment intéressant. Merci. Messieurs, il est temps d'arriver à notre dernière séquence que j'ai nommée Tempête de tartines. Oh bah de bleu. Ça me rappelle Tempête de boulettes Tempête de géantes. tartines qui est en fait un remix de Moi on en a plus en létal. On va terminer sur un petit brainstorm quand même. Oh oui. On va essayer de se faire un petit brainstorm un tout petit peu foufou. Alors bon, on le teste, puisque c'est ça quand même l'idée de ces podcasts, c'est de tester des nouveaux concepts et puis voir si ça marche. Mhm. Donc on va brainstormer tous ensemble sur le même jeu, mais je vais vous expliquer comment ça va se passer. On va commencer par moi, Mhm. et on va faire un tour de table. Et chacun d'entre nous, en partant sur la gauche, donc Aurélien, après toi Sandro, après on va revenir vers moi, on va faire ça comme un cadavreski. Donc par exemple, d'abord on va donner le titre du jeu. Donc par exemple, je vais dire Tempête, toi Aurélien tu vas dire De, et toi Sandro tu vas dire Tartine, par exemple. Voilà. Mhm. Donc on va créer comme un cadavreski d'abord le titre, après on va créer comme un cadavreski le genre du jeu. Donc ça peut être par exemple moi qui dis tactical, toi Aurélien tu dis Platformer, évidemment. platformer. Moi je dis MMO. Voilà. Oh, magnifique. Évidemment. Tactical platformer MMO. Voilà. Voilà, attendez. Non, alors en fait, j'ai pas été très clair. Le genre, en fait, on est plutôt, je pense que par genre, j'entends plutôt science-fiction, aventure, Ok. espionnage. En gros, plus l'univers, Mhm. en gros. Donc, je pourrais dire, par exemple, science-fiction,
Puis là, tu peux dire rétro médiéval ou un truc dans le genre, tu vois. Genre, voilà, on cadavre exquise. Et puis après, le dernier tour de table, ça va être la catégorie de jeu. Donc, ça va être justement le stealth, enfin le espionnage, platformer, open world, par exemple, ou un truc dans le genre. Est-ce que je peux proposer quelque chose qui va me faire beaucoup rire? Dis-moi. Comme Vutraire n'est pas là, moi je propose que du coup, on lui propose au prochain podcast, ce qui va sortir comme résultat là, il doit nous créer un jeu, un pitch de jeu avec ça. Un vrai pitch de jeu, il doit faire un gameplay et nous l'expliquer pour le punir. Parce qu'alors, une fois qu'on a fait donc ces tours de table de cadavre exquis, j'aimerais qu'on s'amuse en fait, à commencer par moi, à jouer en fait tout simplement une soirée entre potes, comme si on était une soirée entre nous, et moi je vous raconte mon expérience sur cet incroyable jeu, et il se trouve que vous aussi, vous y avez joué. Chacun de notre côté. Voilà. Et vous allez me raconter ce que vous avez trouvé génial dans ce jeu. Ah, c'était merveilleux. J'ai trouvé hyper intéressant comme ils ont fait ces plateformes dans cet open world. Ok, d'accord. Et, voilà. Okay. Et donc, le jeu va se créer à travers notre discussion. À travers ce qu'on dit. Ok, d'accord. Donc voilà, je rappelle qu'il s'agit... Tempête de tartine est encore expérimentale. On verra bien ça qui est beau. Ce qu'on arrive à en faire. Donc, premier tour de table, il s'agit du titre. Et donc, je commence. Après, c'est à toi, Aurélien. Et après, c'est à toi, Sandro. Oui. Le titre va commencer par sombre. Et joyeux. Le jeu s'appelle Sombre et Joyeux. Je vais vite le noter avant qu'on Sombre et Joyeux. Oh, c'est déjà bien parti. Hein. Alors là, on a déjà presque 2 personnages. Hein. C'est presque un Banjo et Kazooie. Non, moi je veux le même. Je veux le même. Qu'est-ce schizo. Ok, alors en fait, plutôt que ça commence tout le temps par moi, maintenant on va commencer par toi, Aurélien, puis on va terminer par moi. Donc là, tu dois donner le genre, donc science-fiction, aventure ou espionnage, enfin, ce que tu veux. On essaye de construire un nouveau genre. Futuriste. Tu m'as tué, j'allais dire néolithique, mais en fait, ça va parfait. Pas. Futuriste néolithique. Futuriste néolithique. D'accord, ok. C'est un peu Horizon Zero Dawn, hein. Ouais, c'est vrai. Ah oui, c'est juste. Ouais, c'est juste. Futuriste néolithique, familial. Oh, c'est joli. Futuriste néolithique. C'est plutôt, je pense, que c'est mieux de commencer par néolithique, futuriste. Ouais, c'est ça. Genre, c'est un jeu familial de futur néolithique. Voilà. Oh là là, gestion de la famille et tout, ça va être bien. Avec des haches laser. C'est ça, mais il faut protéger. Donc nous avons Sombre et Joyeux, qui est un jeu familial de futur néolithique. Et donc, la catégorie du jeu, donc là on parle plus peut-être de ses mécaniques, on commence par Sandro. Tu peux aussi donner donc par exemple première personne, troisième personne, multijoueur. Ouais, bien sûr. Asymétrique. Alors c'est asymétrique. Action. Beat them all. Un beat them all d'action asymétrique. Ça va, c'est déjà moins foireux que le reste. Ça va. Ok. Oh yeah. Et donc, comment c'était Sandro, Aurélien. Comment c'était Attends, il faut juste que je m'asseye là. C'était incroyable. Ouais. Hier, j'étais. Je sais pas si vous avez vu, il vient de sortir. Je viens de l'acheter. C'est un jeu, ça s'appelle Sombre et Joyeux. Ah, on a joué au même. Bon, c'est un jeu français. C'est un jeu français. Ils ont osé. Ils sont allés dans un titre français. Tu vois, c'est pas Dark and Happy. Quoi. Ah non, c'est Sombre et Joyeux. Même les Japonais, ils disent Sombre et Joyeux. Tu vois, même eux, ils l'appellent comme ça. Ils sont allés, ils sont vraiment allés à fond. Incroyable. Alors, vous avez vu, incroyable comme ils arrivent à jouer sur tu vois, cet univers avec cette famille déchirée et puis que ça répond aux mécaniques asymétriques, tu vois. Ah bah c'est ça, c'est que tu sens que le père il est là, il a cassé sa hache. Ouais. Et il est vraiment tu te sens dans ce rôle-là, et puis les autres, tu sais que tu dois faire survivre ta famille, ta hache elle est pétée. Tu sens que le futurisme dedans il est vraiment réel, parce que la hache sabre laser, enfin la hache laser, voilà, c'est ça. Et ce truc d'obliger un des joueurs à jouer le père, tu vois, et t'as vraiment, ils reprennent ces mécaniques du beat them all, tu vois, c'est incroyable, et ils en font quelque chose d'insymétrique, tu vois, où tu dois réparer la hache du père pendant qu'il donne les coups sur son méta. Ouais. Mais moi je trouve que c'est hyper bien, surtout que la famille, elle,
essaye d'aider le père parce que le père est en galère. Donc, derrière, t'as tout ce gameplay à deux où t'as poussé les animaux vers le père pour qu'ils puissent les chasser plus facilement. Tout ce côté-là, j'ai trouvé vraiment. C'est vrai que ces séquences, elles sont vraiment assez beau parce qu'il y a un message qui est assez derrière. Et puis il y a quelque chose qui est assez sombre, tu vois, parce que tu pousses, tu vois, tu peux pousser des bébés animaux, tu vois, tu peux choisir, tu pousses des mamans animaux, des bébés animaux et autres. Et en même temps, quand tu les amènes au bercail. Ouais, en même temps, t'as ce truc de la symétrie qui est incroyable. En même temps, il faut qui tue des animaux et en plus, il faut construire ton élevage, quoi. Mais ce qui est intéressant, c'est aussi cette place du père, quoi. Au néolithique, on sent vraiment le père, le père qui perd sa virilité, quoi. S'il arrive pas, lui, ça, on le voit, il est un peu manchot. Je pense que c'est clairement le sombre du titre, c'est le père. Et le joyeux, fond, c'est la famille. La joie, je pense qu'elle vient du fond de. C'est en même temps la même personne, quoi. Il y avait quelque chose quand même assez nerveux dans cette idée de réussir dans l'asymétrique à faire de l'action, d'avoir et un système d'action quand tu joues la famille et du beat them all quand tu joues le père. Donc à la fois t'as ce truc, tu sais, où le père c'est du beat them all un peu plus classique, c'est un peu plus lui évidemment il joue sur une tablette, tu vois, donc évidemment tu joues sur ta tablette. C'est quelque part classique, j'aurais pas dit le mot classique, j'aurais dit c'est presque proche du QTE quand même, il y a quelque chose de très qui rappelle ça en fait, et puis très simple, toujours dans cette idée qu'on avait eu avec Rayman aussi, de dire voilà, la personne qui connaît pas les jeux, elle va jouer avec le père, et puis le reste va jouer avec la famille, cet aspect beaucoup plus compliqué de gestion de sur la télévision, quoi. Voilà, c'est ça, sur la télévision. Justement, la partie beat'em all est plus adaptée aux petits de la famille qui veulent taper sur l'écran pour un peu fracasser. Et puis c'est génial pour le coup que le truc simple ce soit le père, enfin tu vois, ce soit le personnage qui joue le père qui le fasse, tu vois. Ça inverse les rôles, parce que la manipulation sur l'écran de télé, il est quand même vachement plus complexe. Il y a toute la partie gestion pour une des personnes du camp, et puis l'autre personne rameuter les créatures, toujours s'assurer. Ce qui est important aussi, ce que je trouve très intéressant, c'est que si suivant la créature que tu ramènes, suivant l'état du père, la créature peut tuer le père. Donc il faut vraiment amener les bonnes choses. Faut faire attention. Je suis un peu étonné quand même de votre part, parce que normalement vous êtes quand même assez critique. J'ai l'impression que vous moi Sombre et Joyeux, vraiment, vous avez... mais moi c'est la claque, hein. Moi c'est le truc, laisse tomber. Cette année il y a plein d'autres. Puis travailler sur cet univers, tu vois, de futur néolithique, les types ils sont fous, quoi. Alors là, UCDP est vraiment convaincu là. C'est tout en ayant, c'est ça, on sent quand même le néolithique, mais à travers les outils, à travers là on a quelque chose. Et c'est génial de jouer sur de l'asymétrique avec plein de supports différents. Tu vois, t'as la tablette, t'as les différentes manettes, t'as tout ce gameplay avec le micro, tu vois, qui est complètement. Quand tu cours après les chefs, tu fais. Voilà, c'est ça. Quand tout à coup, tu vois, je me souviens de ce moment. Et donc ça crée cette espèce de truc où tout à coup t'es dans le néolithique, donc tu joues avec des thématiques où c'est des personnages qui doivent faire avec ce qu'ils ont comme outils, et toi-même en fait tu dois faire avec tout ce que tu as comme outils technologiques, tu vois. Après il y a un truc hyper chiant quand même, c'est que moi j'imite très très mal la girafe clairement je pense que tu joues pas au micro, toi t'as pas et du coup je peux pas, quoi. J'ai été obligé de délaisser ça à un pote qui s'y connaissait nettement. Le gars qui joue au micro, c'est quand même c'est pas mainstream, hein. C'est en même temps famille, mais en même temps non mais c'est vite vu, le titre Sombre et Joyeux, les gars ils y vont à coin, quoi. Ouais, c'est vrai, c'est sans compromis. Ça me fait beaucoup penser à Steel Battalion aussi à l'époque. Voilà, c'est vraiment cette idée de dire on va jusqu'au bout, quoi. Mais limite en fait ils devraient sortir leur gamepad dédié, enfin il devrait presque y avoir une station de jeu. Ça pourrait être presque une installation, effectivement, dans un espace comme un parc d'attractions, quelque chose comme ça. Vraiment en VR, moi j'adorerais. Enfin, Aurélien, toi t'as été convaincu, toi. Moi j'ai envie de fonder une famille, quoi. Mais est-ce que tu as envie d'être un peu un manchot aussi, avec une hache laser ou Ouais. Non, parce que la VR, non, la VR avec va arriver. La VR peut le faire pour toi. Je pense. Ça, c'est le moment qui va être clé parce qu'ils ont annoncé probablement une adaptation. J'espère qu'ils vont le porter. Sombre et Joyeux. Là. J'aimerais la gestion de l'espace serait idéale parce que ça serait, parce que pour l'instant il manque ça, c'est que tu puisses vraiment avoir des gants et que tu te crois dans l'univers, parce que quand tu cours après les chèvres, là il y a le cri, il y a le côté mais physique, si on n'a pas un bon rendu des mains, comment t'attaques la chèvre et tout. Je pense qu'ils font un leap motion. Sans leap motion, et puis ils ont annoncé ce truc quand même. Ils ont annoncé quand même ce truc hyper bien avec la VR où en gros t'as sur le casque VR une caméra qui filme ta bouche pendant que tu joues. Et plus tu ouvres la bouche en faisant tu vois, le gars hyper impressionné de ce qu'il voit dans le casque VR, plus t'as des pouvoirs, tu vois, plus t'es capable de, tu vois.
Ok, ça renvoie à, Tu ouais, vois, à ton avatar. T'es pas seulement dans le casque, t'as une caméra qui filme comment tu réagis à l'incroyabilité de la VR, tu vois. Ouais. Écoute, Là, je suis en train d'imaginer des personnes qui potentiellement ne veulent pas écouter tout le podcast, déplacent le curseur et arrivent. C'est quoi ce jeu C'est quoi ce jeu Faut absolument que j'ai. Ouais, Bah, c'est ça. Bah, Où écoutez, trouver Sombre et joyeux. Moi, je crois que je vais aller créer la fiche sur Wikipédia. Sombre et joyeux. Non, mais ça a l'air très bien. Moi, j'ai envie de jouer à Sombre et Ça a joyeux. l'air malade. Donnez-le-moi. Malade. Vraiment malade. Donnez-le-moi. Merci beaucoup. On va terminer. Je crois qu'on va terminer sur cette belle séquence. Ouais, c'était Magnifique. plutôt chouette. Hein de Je tempête. sais pas comment c'était à écouter, mais moi, ça m'a fait rire. Tempête de tartine. Enfin, tout est allé très vite, bien sûr. C'est la tempête de tartine. Hein. C'est- On prend des morceaux de confiture. Il faudra des jingles, hein, je pense là. Ah, on verra. Ouais, ça, on y réfléchit. On va les faire avec la bouche. C'est ça. Exactement. Tempête de tartine. Ok, bah merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'à maintenant ce podcast Tartine Mécanique, deuxième du nom. Comme déjà dit au début, bien sûr, on est plus qu'ouvert à écouter tous vos feedbacks, tous vos critiques. Est-ce que la longueur vous a convenu? Est-ce qu'il faudrait faire un tout petit peu plus long? Aussi, n'hésitez pas à faire vos remarques aussi sur les différentes séquences qu'on a pu avoir. Hein. S'il y a des choses que vous dans lesquelles vous pensez qu'on devrait un petit peu plus explorer, des directions dans lesquelles on devrait un tout petit peu plus aller, bien sûr, on est hyper ouvert. Hein. On est vraiment en train de construire ce podcast. On est en train de le... Voilà, on l'affine hein, au mieux. Mm-hmm. On n'est pas du tout en train au contraire de dire que ce qu'on fait, en fait, c'est parfait. Quoi. Enfin, comme on a très bien montré maintenant avec Tempête de Tartine, on teste des trucs et puis on regarde s'ils sont concluants ou pas. Donc, on va juste terminer tout simplement. Déjà, je vous remercie pour le coup d'avoir... je te remercie Aurélien pour le coup de nous avoir rejoints. C'était très, très agréable de t'avoir comme premier invité pour le coup de Tartine Mécanique. Merci. T'es le bienvenu quand tu veux pour revenir tartiner avec nous. J'ai hâte d'en tartiner partout. Voilà, pour tous ceux qui ont suivi le podcast, vous aurez la belle voix d'Aurélien qui... Aurélien sombre et joyeux, hein, n'est-ce pas? Oui. Et donc, je vous laisse conclure tout simplement peut-être avec un dernier mot. Peut-être Aurélien, à la limite, si tu peux rapidement dire pour les gens, parce qu'on nous a aussi demandé à nous, notamment sur YouTube, les liens des différents jeux que nous on est en train de faire avec Vutraire, avec toi Sandro, donc que j'ai indiqué tout simplement sur YouTube. Donc Aurélien prend peut-être un petit moment pour tous ceux qui nous ont écoutés jusqu'à maintenant pour peut-être dire où est-ce qu'on peut trouver un peu plus d'informations sur ton Looking for Imago, sur le jeu sur lequel tu es en train de travailler. Alors c'est pas très compliqué. Vous pouvez trouver ça soit au travers de mon compte Twitter. Donc mon pseudo c'est Adolio @Aurélien Dacampo. On vous l'indiquera de toute façon dans la description. Sinon le site du projet c'est looking-for-imago.com. Et puis je pense que sur internet vous avez mon prénom. Oui, tu as une page Facebook, tu as un site internet où on peut suivre le projet. La page Facebook est plus active que Twitter. Ouais. Et tu commences pour le coup à l'amener en festival. Tu commences aussi à vraiment le confronter aux joueurs. Je serai présent à Numeric Games. D'accord, à Yverdon. À Yverdon, début septembre. Super. Et je promets d'essayer de vraiment faire un truc sous l'article, sous l'endroit où le podcast sera publié. Je vais essayer de vraiment faire un récapitulatif de tous tes liens, comme ça les gens n'auront plus qu'à cliquer. Très bien. Est-ce que Aurélien, on va terminer comme ça pour pas terminer forcément sur que de la promo. Est-ce que tu aurais peut-être un petit truc à conseiller aux auditeurs, peut-être pour continuer la réflexion, ou quelque chose que tu as vu récemment, peut-être une vidéo ou un article que tu as pu lire ou une conférence que tu as pu regarder qui t'a ou voire même un jeu auquel tu es en train de jouer qui t'a beaucoup marqué. Alors moi il y a une chaîne, en tout cas une chaîne YouTube que j'aime beaucoup regarder, qui parle énormément de game design mais vraiment mécanique pure, c'est Extra Credits. C'est en anglais et j'aime beaucoup, en tout cas de temps en temps c'est des petites vidéos et je trouve qu'il y a énormément de contenu qui est très intéressant là-dessus. Ok, j'invite les gens à essayer d'aller regarder. C'est vrai que pour le coup, c'est une chaîne qui est assez pionnière en fait dans vraiment les réflexions assez de fond en fait, mais assez rapides, vulgarisées. Que ce soit narratif ou game design ou vraiment. C'est souvent très court du coup. Des sujets, oui, sur des sujets très 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 divers. Donc vraiment ça. Ok, Extra Credits. Alors si jamais. Merci. Sandro, aussi très rapidement, est-ce que tu peux nous donner peut-être tes contacts Twitter alors moi oui et puis aussi pour pas terminer sur une note que promotion, est-ce que peut-être tu arrives à nous faire part peut-être de quelque chose que tu as découvert récemment qui t'intéresse, et puis aussi alors je vais te demander aussi de nous faire part peut-être tout simplement d'un contenu, un coin de pixel qui vaut la peine ou peut-être tu as repensé récemment. Là tu nous as parlé typiquement avant d'un article dont je me souvenais plus d'ailleurs, qui a été écrit il y a quand même assez, un moment, il y a 2 ans je crois. Mais peut-être un article qui est
qui a été écrit par l'un de nous, qui redevient un petit peu d'actualité Alors, en fait, dans l'ordre, @routilan sur Twitter. Et puis, au niveau du contenu sur un coin de pixel, j'ai bien envie de remettre un article que j'avais fait au tout début d'un coin de pixel et que j'aime beaucoup. Alors, c'est encore à l'ancienne, il n'y a pas d'image dedans, enfin, c'est très basique, mais j'avais fait un article sur Animal Crossing dont je suis assez fier, encore aujourd'hui. J'avais pris beaucoup de plaisir à déverser ma haine sur Animal Crossing. Que je trouvais être un jeu absolument scandaleux, et du coup je vous conseille d'aller redécouvrir ça, et d'aller insulter Sandro dans les commentaires. Exactement. Mais justement ça ne prend pas très peu en compte la thématique pour s'attarder sur ce que les mécaniques nous disent. Voilà. D'accord. Et Animal Crossing vu de ce point de vue là, c'est un scandale. Très bien. Voilà. Et puis sinon, dernière petite chose. C'était quoi ta dernière question ? C'était un contenu, un contenu, quelque chose qui t'a marqué, ou peut-être un jeu que tu es en train de faire. Un jeu que je suis en train de faire, ouais, Wasteland 2. Okay. Wasteland 2, vachement bien. Vraiment, ça faisait très longtemps que... Enfin, ceux qui ont aimé Fallout 2, je le fais assez tard, hein, mais je sais qu'il est sorti il y a un petit moment. Mais je retrouve vraiment le plaisir que j'avais eu à parcourir Fallout à l'époque, avec ses choix, tout l'inverse dont on parlait tout à l'heure de Fallout 4, qui est abominable de ce point de vue-là, où tout est noir et blanc. J'avais linké une vidéo d'ailleurs sur un type qui prend 1 heure pour défoncer Fallout, pour expliquer les Fallout 3 et 4, à quel point c'est mauvais, parce que justement ça perd tout cet aspect où vraiment où on joue un rôle. Ils arrivent vraiment à nous mettre dans cette idée de on joue quelqu'un qui va déjà devoir faire des choix dans ce qu'il peut faire, ce qu'il peut pas faire selon sa feuille de perso, alors que dans les jeux Bethesda on peut tout faire tout le temps, n'importe comment, ça n'a aucune importance, et la feuille de perso qu'on a. Et puis aussi le monde est complètement binaire dans les jeux Bethesda, c'est t'es gentil, t'es méchant, le méchant il est méchant, le gentil il est gentil, alors que là il y a toute cette finesse d'écriture avec vraiment des moments très où on y repense après, quoi. Moi est-ce que j'ai le temps d'ailleurs pour je pense à quelque chose maintenant c'est marrant, j'y pense à l'instant. Non, j'allais dire, bien sûr t'as plus que le temps, c'est très très rigolo. Je commence le podcast en disant qu'on va essayer de faire moins long, et puis on est à 1h30, c'est hyper drôle, mais en même temps c'est génial. Ouais. Tartine Mécanique, c'est le podcast où on s'étale, donc on a beau vous dire qu'on va peu s'étaler, de toute façon on va mettre trop de Nutella, on va mettre trop de confiture et on va pas l'enlever. Il n'y a jamais trop de Nutella. Il n'y a jamais product placement, merci. Pardon, c'est moi en plus qui ai fait le product placement. Ok, donc vas-y Sandro, c'est parti. Non, mais de toute façon, au point où on en est. J'ai eu un moment qui m'a fait vraiment réfléchir pendant un moment, même après quand j'étais au lit, quand j'étais me coucher, et je savais pas ce que je faisais de ma partie, parce que j'avais un personnage qui m'avait rejoint au début d'une quête, qui était une femme scientifique qui était vraiment assez sympa, mais elle avait une propension à, dans une certaine situation, parce qu'elle avait été traumatisée par quelque chose de précis, donc contre certains ennemis, elle avait une propension des fois à partir en cacahuète, et du coup, à un moment, elle part en cacahuète, elle se retrouve entourée de 3 ennemis assez balèzes, et je me dis, je vais essayer de lancer une grenade, parce qu'ils sont tous réunis à cet endroit-là. Et je me dis, peut-être qu'elle ne prendra pas trop de dégâts, et puis je pourrais la soigner après coup. Résultat, elle explose, mais avec tous les ennemis d'un coup, et elle est éparpillée sur tout le truc, donc on ne peut pas la soigner, hein, tant pis. Et j'ai décidé de garder ma partie comme ça. Et du coup, j'ai eu un moment que j'ai trouvé hyper intéressant. J'avais perdu un élément qui était relativement important de mon équipe. En même temps, il fallait narrativement, c'était tout à fait intéressant, mais j'ai dû vivre avec ça en fait. C'était drôle parce que dans ma tête, je trouvais horrible qu'elle se soit fait trahir à ce point-là. Je me disais, mais les dernières secondes, quand tu vois la grenade arriver, elle a peut-être pas remarqué que c'était toi. Hein. Ouais, c'est ça. Oui, mais si, parce que les ennemis n'avaient pas de grenade. Donc du coup, grenade. Mais je trouvais qu'il y avait quelque chose, que ça faisait longtemps que j'avais pas vécu narrativement dans la création d'un récit, de par les propriétés des personnages et leur place tant dans leur fonction de jeu, dans un combat, et dans la narration du jeu. Vraiment, ça faisait longtemps que je m'étais pas... Et après, ça continue, mais ce moment-là m'a bien marqué. Et j'ai remarqué que c'est beaucoup de plaisir... ne quasiment jamais rechargé, quoi. C'est vraiment, on assume toutes les conneries et ça donne une histoire vraiment très, très, très chouette.
Bravo à toi d'avoir continué ta partie. C'est très intéressant parce que, alors moi aussi je prolonge sur le truc, mais c'est très intéressant, ça me fait penser, moi j'ai tendance à penser, puis c'est des discussions que j'ai très souvent avec des gens avec qui je fais du jeu de rôle, mais du jeu de rôle sur table, pas du jeu de rôle jeu vidéo, mais je fais partie des gens qui pensent que la mort d'un personnage, on sait dans le jeu de rôle sur table, enfin en même temps c'est ce qui se reproduit à peu près dans les Skyrim et autres, le temps qu'on passe à créer un personnage, et moi j'ai tendance à penser que de pousser le maître de jeu à tuer notre personnage ou de faire en sorte que notre personnage meure. Alors on sait, par exemple, des jeux de rôle sur table comme Donjons et Dragons sont très connus pour permettre aux joueurs d'avoir des persos pendant 15 ans ou on monte au niveau 69 ou enfin j'en sais rien. Alors que moi j'ai tendance à penser qu'au contraire, en poussant le maître de jeu ou en invitant le maître de jeu à tuer notre personnage, ça va créer du jeu. Il y a une véritable création de jeu parce que tout à coup, ça nous force à penser ok, je vais revenir une prochaine soirée pour continuer cette campagne qu'on est en train de faire, mais il faut que je prenne un autre perso tout à coup. Donc, est-ce que je joue justement l'assistant du détective que j'étais en train de jouer qui vient de se faire tuer? Est-ce que je joue, je sais pas moi, voilà, tout à coup, on investit un des autres personnages de l'univers qui a été créé pendant cette partie de jeu de rôle sur table et on doit surtout l'investir du traumatisme de la mort. C'est hyper intéressant. On doit tout à coup jouer une personne qui est traumatisée par la mort du perso que nous-mêmes on jouait avant. Et là, en termes de création de jeu, c'est incroyable. Il y a une richesse là-dedans qui est vraiment très impressionnante. Ah, c'est intéressant ça. Mais c'est vrai que dans le problème de ces jeux, du jeu vidéo, c'est la recharge de partie. Ça, c'est effectivement... J'en discutais avec un ami qui me disait « Ah en fait, ce début de jeu, moi, la première fois, parce qu'il s'est lancé, puis il n'a pas fini, puis là, il voulait reprendre le jeu, il disait « Mais cette fois, il ne faut pas que je fasse l'erreur de recharger ma partie quand ça se passe mal, et puis revenir. Parce que du coup, on se retrouve avec un récit complètement sans saveur, bien sûr, qui est une espèce de tracé parfait, bien sûr, qui est complètement impossible en fait, et la génération d'événements narrativement intéressants se passe dans l'échec en fait. Et c'est très important de rater. C'est ce que j'aime énormément dans les roguelikes, c'est que la mort est permanente et justement tu peux pas avoir cette situation. Et tu assumes tous tes choix. Tu devances ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement je pense que des jeux comme Wasteland 2 aujourd'hui, avec ce qu'on sait, comme on design aujourd'hui les jeux, ils devraient un peu s'adapter en introduisant quelque chose qui force le joueur à assumer ses choix et plus laisser cette recharge rapide, sauvegarde rapide, où tu arrêtes pas d'osciller entre les deux en disant oh non là j'ai pris trop de risques, oh non je recule. Il faudrait vraiment penser un système où effectivement éviter que le joueur se retrouve complètement coincé, mais peut-être en régénérant à chaque fois un héros en cours de chemin, comme tu dis, comme dans le jeu de rôle papier, mais vraiment aller dans cette direction-là, du roguelike, de ce truc, la mort définitive, et tu peux pas recharger ta partie. Et pour moi, c'est un jeu que j'adore, pour moi, ça me fait penser à un moment dans le Zombie U de la Wii U, qui est un jeu que moi personnellement je trouve vraiment incroyable, où quand on perd son personnage, son survivant, on va devoir ensuite, donc on est respawné dans un nouveau survivant qui apparaît dans le lieu safe, quoi, et on va devoir, pour récupérer donc les différentes affaires qu'on a perdues en mourant, on va devoir aller tuer forcément l'ancien survivant qu'on était, qui s'est maintenant transformé en zombie. Et là, même si c'est, entendons-nous, en termes narratifs, c'est fait très légèrement, mais en termes mécaniques, il y a quelque chose de très fort qui se passe. C'est-à-dire on voit le personnage qu'on a perdu à cause, disons, de notre manque de skill ou de notre manque d'attention et autres. Et je dois avouer, qu'en jouant à ce jeu, il y a quelque chose de très très fort. Au moment où, quelques minutes après, on se voit nous-mêmes, il y a un effet miroir en mode zombie. Donc quelque chose de très très fort dans la thématique zombie. C'est génial. Zombie U, excellent zombie. Et toi alors? Oui, alors, pardon, on a étalé. Donc, bon, tous les contenus Un Coin de Pixel, vous pouvez les trouver donc sur Facebook, Un Coin de Pixel, sur le Twitter aussi, @uncoindepixel. On a aussi, donc j'en parlais en début de podcast, la chaîne YouTube Un Coin de Pixel. N'hésitez pas à venir vous abonner, déjà.
On va essayer donc de la structurer plus. On est en train de Elle travailler est là-dessus avec aussi Sandro. disponible sur iTunes. Voilà, exactement. Mais pas que les bonnes illustrations, il y a des descriptions encore un peu, mais en tout cas, vous pouvez utiliser. Voilà. Donc ça, une fois de plus, n'hésitez pas à nous donner aussi vos feedbacks par rapport à ce que vous utilisez pour écouter les podcasts. Donc voilà, si vous avez aussi envie qu'on investisse aussi d'autres endroits comme SoundCloud ou autres. Quant à moi, donc, je suis @tafiachagata, TAFIA. TCHAGATA, j'ai probablement appelé ça faux. J'ai été très très heureux donc de vous accueillir, Sandro et Aurélien, pour ce merveilleux podcast Tartine Mécanique. On va probablement en faire un nouveau en août. On va laisser passer les choses un petit peu tranquillement. On aura plein de choses à dire. On espère que Vutraire sera de retour. Merci à vous. Et puis on va terminer par donc la dernière fois, si jamais Aurélien, Sandro avait voulu faire des bisous à la tartine. Moi, je suis un gars qui fait des bisous. Voilà, nous, avec Vutraire, on a préféré faire des bruits de léchage de tartine, parce qu'on a tendance à penser quand même qu'une tartine... Les gens ont dit que c'était dégoûtant. Ou qu'on la mange. Ah, les gens ont dit que c'était dégoûtant. D'accord. Donc Aurélien, à toi de savoir dans quel camp tu veux te situer. Est-ce que tu préfères... Ou alors faire peut-être un bruit d'étalage de confiture. Moi, j'allais proposer un bruit de tartine qui tombe par terre. Oh là, ok, d'accord. Donc je te propose qu'on termine le podcast, on enchaîne, on va d'abord faire toi qui fait peut-être le... Ou non, on va terminer par toi qui fait un bruit de tartine qui tombe. On peut le faire à Donc trois, Sandro va embrasser la tartine, Mhm. je vais manger la tartine, en tout cas je vais la mâchouiller, et toi après la tartine tombe au sol. Ok. Donc on va terminer le podcast sur le merveilleux bruitage d'Aurélien. On se réjouit, je sais pas comment tu J'espère vas qu'il sera faire. aussi beau que les accents du départ. À toi Sandro. Bon.